Bonjour à tous et bienvenue dans l'Almanach, votre podcast culturel année par année. Mais qu'est-ce que l'Almanach ? Eh bien, vous prenez des chroniqueurs, une année, et à chaque épisode, on discute des événements culturels marquants de l'année choisie. Je suis en compagnie aujourd'hui de Vincent. Bonjour. D'Emeric. Bonjour. Et Mehdi. Hello. Et moi, c'est Simon. Et aujourd'hui, on vous parle de 1985. Et je vous propose une petite introduction pour commencer de quelques grands événements majeurs de cette année 1985. En 1985, on découvre l'épave du Titanic. Cela est fait par une expédition franco-américaine. Il y a également la première version de Windows qui sort, la première version graphique de Windows qui sort, attention. Et en 1985, nous avons également Coca-Cola qui tente un truc, à savoir le New Coke. Et ils se prennent une volée de bois vert et c'est un échec flagrant. Voilà, ça c'était pour quelques événements. Et on va commencer avec le premier tour de table et je vais me prêter à l'exercice en premier. Et je vais vous parler de Mr. Bad Guy de Freddie Mercury. Pourquoi je vais vous parler de Mr. Bad Guy ? Parce que je pense qu'on a beau connaître Freddie Mercury au sein de Queen, je pense que sa carrière solo est pas très connue et les gens qui s'intéressent à sa carrière solo connaissent essentiellement ce qu'il a fait après, à savoir Barcelona avec Montserrat Caballé. Or, il a sorti un premier album en 1985 qui s'appelle Mr. Bad Guy. Cet album est sorti le 29 avril 1985 chez nous. Alors, ce qui est intéressant avec cet album, c'est que l'histoire remonte en 1981 où Queen sort un album qui s'appelle Hot Space. Cet album, il est particulier parce que non seulement il n'est pas particulièrement aimé ni des fans ni des critiques, et surtout c'est un album qui est assez peu rock et qui tente des trucs, essaye d'explorer des pistes un peu pop, un peu funk, un peu disco. Et moi je trouve qu'il y a des bonnes chansons dans cet album comme Staying Power, Las Palabras de Amor, Cool Cat, et notamment sur cet album le vaisseau amiral qui est Under Pressure en duo avec David Bowie. Mais malgré ça, Hot Space, c'est pas un album que les fans de Queen aiment particulièrement, donc ça déçoit Freddie Mercury qui se dit qu'il aurait bien aimé explorer davantage des pistes musicales en dehors du rock. Il raconte d'ailleurs que Brian May n'avait de cesse de lui dire qu'il fallait que ce soit plus rock. Donc ce qui se dit, c'est qu'il va rassembler des compos et composer, et ils veulent prendre le temps que ça prend pour former un album solide. Il prend quelques compos issus des sessions de Hot Space et il va en composer d'autres. Donc les enregistrements, ils s'échelonnent de 83 à 85. Il va réutiliser deux chansons qui viennent des sessions de Hot Space, à savoir There Must Be More to Life Than This et Man-Made Paradise. En parlant de There Must Be More to Life Than This, sachez qu'il a été question que cette chanson soit un duo avec Michael Jackson. Alors, les deux hommes s'appréciaient, se respectaient, se tournaient en tour, et ils se sont rencontrés afin d'enregistrer des chansons ensemble. Ils ont enregistré 3 chansons, donc There Must Be More to Life Than This, State of Shock, et une chanson nommée Victory. La collaboration n'ira pas plus loin. Alors la version officielle, c'est qu'ils n'ont pas le temps de bosser ensemble, Bon, la version apparemment réelle, c'est que Michael est un peu fantasque, ça a agacé Freddie Mercury, notamment qui se balade avec son lama domestique en studio. Néanmoins, le duo est désormais disponible sur un best-of de Queen qui est sorti en 2016, je crois. Et Michael Jackson et Paul McCartney, j'adore, ça fonctionne très bien. Freddie Mercury et David Bowie, j'adore, ça fonctionne très bien. Freddie Mercury et Michael Jackson, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en gros, on a d'un côté une voix puissante, éraillée, qui a de la profondeur, ça c'est Freddie, et de l'autre côté, on a une voix angélique, douce et cristalline, celle de Michael, et ça ne fonctionne juste pas, quoi. Donc heureusement, on a échappé à ça. Et de son côté, Michael va enregistrer State of Shock avec Mick Jagger pour l'album Victory des Jacksons. On a 11 chansons sur Mr. Bad Guy, et moi j'aime autant vous dire que j'adore cet album. Si on aime Queen et qu'on s'intéresse à ce que compose Freddie et ce que fait Freddie chez Queen, on va retrouver tout pareil, sauf qu'en plus, c'est pop, disco, funk, rock. C'est chambé, c'est lyrique parce que c'est Freddie qui s'y donne à pleine balle. C'est assez charmé parce que dans les années 80, c'est là où il développe sa plus grande puissance vocale. En fait, dans les années 70, j'ai tendance à penser qu'il va atténuer un peu ce qu'il fait. Si on écoute des albums comme Heart Attack, leur 3e album, si je dis pas de conneries, qui est vachement bien, il a tendance à partir dans les aigus, mais également à s'atténuer un peu dans les années 80. Il va à fond. Et on retrouve ça sur l'album. C'est très théâtral. C'est très opératique, ça c'est quelque chose qui va encore plus développer dans Barcelona.
Et justement, sur Mr. Bad Guy, pour moi, il y a déjà des prémices perceptibles en fait de Barcelona. Si on prend la chanson de Mr. Bad Guy, il y a un gros arrangement qui laisse la place à l'orchestre. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra retrouver sur tout l'album Barcelona, mais en particulier sur la chanson de Golden Boy. Et pareil, dans la chanson Man Made Paradise, là, c'est que des envolées lyriques et qui, à mon avis, ont des échos dans Barcelona. J'aimerais parler rapidement de, pour moi, une des meilleures chansons de l'album, à savoir Living on My Own. Je pense que cette chanson préfigure de toute l'Eurodance des années 90 à venir. C'est-à-dire qu'on a une de basse très énervée, très répétitive. Un tempo, je trouve, relativement upbeat. Alors, en termes de BPM, il n'est pas élevé, mais comme c'est marqué, comme tout est marqué sur les croches, en fait, ça donne une sensation de vitesse qui est accrue. Et la chanson est tellement, pour moi, avant-gardiste, que c'est pas pour rien qu'elle ressort en 93 à base de remix à tort et à travers. Et ce sont tous ces remixes qui auront plus du succès d'ailleurs que la chanson d'origine, qui elle-même était sortie en single. Je pense que si Freddie n'était pas mort à l'époque, il se serait lancé dans l'Eurodance dans les années 90 et ça aurait été hallucinant. J'en suis convaincu. Une fois que Freddie meurt en 94, il sort un album posthume, issu des dernières sessions avec Freddie, album qui s'appelle Made in Heaven, où ils vont reprendre en fait 2 chansons de Mr. Bad Guy, à savoir Made in Heaven et I Was Born to Love You. Elles vont être retravaillées. Et c'est foireux parce qu'en fait, ils reprennent les pistes vocales de Freddie et ils ajoutent un espèce d'arrangement un peu bourrin et poussif qui dénature en fait le côté pop et léger de l'album. Moi, c'est un album que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup écouté et qui s'écoute très bien, que je trouve très rafraîchissant et je trouve ça très cool de voir ce que Freddie tout seul aurait pu faire. L'album d'après, Barcelona, il est fait dans une démarche un peu grandiloquente et grandiose. Je pense que c'est intéressant de voir Mr. Bad Guy comme étant ce qu'il aurait pu faire. Barcelona, je le mets de côté, vraiment, genre en mode, il s'est fait un délire avec Montserrat Caballé. Je pense que ça, s'il avait été encore vivant dans les années 90, on aurait pu voir du Mr. Bad Guy plus Eurodance, etc., etc. Voilà, et je pense que ce qui est génial aussi, c'est qu'on est Freddie à son meilleur en termes de puissance vocale et de forme, tout simplement. Voilà, c'était Mr. Bad Guy de Freddie Mercury. On va dire que je vais pas trop m'étaler trop sur le sujet parce que je trouve que, sans être trop méchant, que la partie solo de Freddie Mercury, c'est pas extraordinaire, quoi. Moi je trouve ça pas extraordinaire. Je trouve que ça reste un avis perso, mais je trouve que Queen ça marche parce qu'on a Brian May, on a Roger Taylor, on a John Deacon à la basse aussi qui va faire Another One Bite the Dust. Enfin, il y a du talent, quoi, qui se mélange et qui fait que ça marche et qui va porter justement le temps de Freddie Mercury. Maintenant, tout seul, il a beaucoup de talent. Maintenant, ça n'atteint pas la qualité de ce qu'on a eu sur Queen. Et quand tu viens de Queen et que tu as mis la barre tellement haut en si peu de temps, parce que Queen, c'est peu de temps pour arriver à une telle popularité, quoi. C'est-à-dire qu'on a un truc qui arrive sur les fins 60, début 70, qui va exploser en 75-76, donc qui met 5 ans à devenir une espèce de référence mondiale, une icône, donc qui a une carrière fulgurante. Et effectivement, après ça, quand on attend une carrière solo et que on attend Freddie Mercury sur du solo, puisque c'est le porte-étendard du groupe, c'est lui qu'on voit sur scène, c'est sa voix, on s'attend à un truc aussi extraordinaire. Et sauf que c'est là qu'on se rend compte, en fait, quand il n'y a pas les 3 autres qui apportent la créativité pour composer, malgré que Freddie Mercury apporte beaucoup, en fait, il n'y a pas le lien. En fait, tu te rends compte qu'il manque quelque chose, quoi. Et que tu te rends compte que c'est pas si facile d'accompagner finalement Freddie Mercury pour faire un truc de grandiose, quoi. Et donc, moi, c'est vraiment sur Mr. Bad Guy, c'est vraiment le ressentiment que j'ai, quoi. L'effet, je m'attends à un truc de fou, j'écoute, c'est sympa, mais j'en ai pas pour mes oreilles, quoi. Je pense qu'il faut pas le voir comme un album de Queen sans Queen. Il faut vraiment le voir comme il a envie de chercher à droite à gauche, d'explorer des choses qui ne sont de toute manière jamais explorées. En fait, si Hot Space avait fonctionné, ils auraient potentiellement cherché à droite à gauche à explorer d'autres pistes musicales. Ça n'a pas fonctionné, donc Freddie essaye de le faire tout seul. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme étant... En fait, ce qui est intéressant avec Queen, c'est que, oui, les uns et les autres s'apportent mutuellement. Néanmoins, faut pas négliger le fait que Freddie a énormément apporté à Queen, peut-être plus que l'inverse. C'est-à-dire que, oui, John Deacon sort des tubes. Oui, il y a des chansons de Brian May que j'adore. Parmi les chansons que je préfère de Queen, il y a des chansons de Brian May. Et oui, Roger Taylor, c'est monstrueux ce qu'il fait. Mais je pense que c'est une idée faussée de voir
un album dégradé de Queen, il faut plutôt voir comme c'est ça Freddie tout seul finalement. Et il y a la puissance vocale, il y a de la compo. Enfin, moi je trouve que ça fonctionne. Après, moi je comprends très honnêtement que ça n'ait pas marché, enfin que les gens n'aient pas aimé, parce que tu t'attends à quelque chose que t'as pas finalement. Mais une fois passé ce truc-là, je trouve que c'est vraiment vraiment bien. Sur Mr. Bad Guy en 85, Freddie Mercury peut-être mettra pas tout le monde d'accord. C'est pas le cas de la performance au Live Aid, quoi. D'ailleurs, juste pour remettre dans le contexte, le Live Aid, du coup, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est un concert de bienfaisance, donc pensez aux enfoirés, pardon. Et c'est le premier concert de ce genre qui a été fait dans 2 stades, et ça a été retransmis mondialement, donc en juillet 1985. Et le but de ce Live Aid, donc avec le logo d'une manche de guitare avec le corps qui représente l'Afrique, le but de ce concert caritatif était de collecter des fonds pour soulager la famine en Éthiopie qui avait eu lieu ces années-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une initiative un peu révolutionnaire à l'époque, qui avait été organisée donc par 2 musiciens anglais, Sir Bob Geldof, que je ne connaissais pas, qui est un chanteur punk des 70, qui était donc du coup bien engagé politiquement, on l'imagine, et Midge Ure, qui est un compositeur, producteur, interprète que je retiens pour avoir composé et produit la chanson New Wave ultime, qui est Fade to Grey de Visage. C'était une des parties de Visage, et c'est lui qui a sorti ça de ses petites mains, et ils se sont du coup unis en 1984. Donc pendant la guerre en Éthiopie, ça les a beaucoup marqués. Ils ont fondé ce qu'on appelle Band Aid, qui était un regroupement de musiciens, un peu comme USA for Africa, qui était accompagné, je crois, par Lionel Richie. C'était porté par Lionel Richie à l'époque, et qui ont notamment produit la chanson de décembre 1984 qui était Do They Know It's Christmas, donc numéro 1 au Billboard. Ils ont gagné énormément d'argent pour donner du coup pour l'Éthiopie, et ils ont décidé de récidiver donc en juillet 1985 en organisant ce double concert. Et on en parle toujours, en 2023 en tout cas, c'est encore quelque chose qui fait date, ce double concert du Live Aid. Et pas seulement parce que, si on remet bien dans le contexte, c'était une prouesse technique à l'époque, parce que c'est une retransmission télévisée la plus ambitieuse qui a jamais été produite. Il faut savoir que ça a été effectué, donc c'était encore du hertzien, et c'était 13 satellites avec des collaborations internationales avec des dizaines de diffuseurs, ce qui a permis à 2 milliards de personnes de suivre le double concert. Il y a eu 2 milliards de personnes. Et surtout, donc ça n'existait pas avant. C'est les premiers à avoir fait un truc pareil. Et donc comme je le disais, il y a 2 concerts, donc un à Londres, où il y avait 72 000 personnes au Wembley Stadium, et un autre à Philadelphie, qui a regroupé, donc vous l'imaginez bien, la crème de tous les artistes musicaux de l'époque. Et d'ailleurs, pour soutenir aussi la famine en Éthiopie, il y a eu des concerts en Australie, en Allemagne, dans la même impulsion le même jour, et le concert a permis de récolter 130 millions de dollars, ce qui était également donc le record absolu de l'époque. Il n'y a rien de tel qui existait, quoi. Moi, ce qui m'interpelle au Live Aid, que j'ai appris d'ailleurs en vous présentant le sujet, c'est que c'est au Live Aid qu'est apparue la notion de supergroupe. C'est-à-dire que c'est le premier concert où on a vu un rassemblement de groupes déchus ou d'artistes originels. Le Live Aid, c'est ce qui a permis de reformer Led Zeppelin. Donc Led Zeppelin se sont reformés pour le Live Aid, la première reformation. Et il y a également eu la formation originelle des artistes originaux de Black Sabbath. Donc c'est pareil, donc il y avait énormément de concerts, des dizaines et des dizaines d'heures de concerts. Moi en tout cas, ce qui me marque le plus, c'est marrant parce que ça durait 4 minutes sur les dizaines et dizaines d'heures de concerts, ce qui m'a marqué le plus, c'est la performance exceptionnelle de George Michael. Elton John l'a invité pour chanter sur Don't Let the Sun Go Down on Me, qui a été une performance exceptionnelle et qui résonne énormément avec l'artiste. Si on regarde bien les paroles de Don't Let the Sun Go Down on Me sur le Live Aid 84, c'est absolument incroyable parce qu'il se cherchait à l'époque, George Michael, il se savait déjà homosexuel, il le cachait bien évidemment, et
En voyant ça, je pense que c'est aussi un des points marquants sur sa carrière solo. C'est un des trucs qui lui a fait donc abandonner Wham en 86 et commencer sa carrière solo. Moi, personnellement, je sais pas ce que vous faisiez quand vous aviez 22 ans, mais moi, j'étais pas invité par Elton John au piano pour chanter devant 2 milliards de personnes, quoi. Mention spéciale, en tout cas, pour le Live Aid, qui aura inspiré Coluche en 85 pour fonder Les Enfoirés. Voilà. Avec Matt Pokora à la place de George Michael, du coup, Goldman à la place de McCartney, Patrick Fiori à la place de Sting et Mimi Mathieu à la place de Madonna. Dit comme ça fait mal. Hein. C'est quelle année Les Enfoirés, la première ? 86. Ah oui, effectivement, copier-coller. Complètement inspiré du Live Aid. C'est un peu plus sophistiqué que ça, justement, parce que c'est encore plus vicieux. C'est-à-dire que c'est Band Aid qui inspire. Oui, mais c'est Band Aid en Chanteurs 84. sans frontières. Ah ouais ? Qui, sur le modèle de Live Aid, va faire la chanson Éthiopie et va faire un concert à la Courneuve. Et c'est foireux. C'est-à-dire que pourtant ils ont Johnny, hein, ils ont des vrais gars. Cabrel, Julien Clerc, Axel Bauer, Michel Berger, Goldman, bref, Higelin. Enfin, ils ont des gros noms et le concert est foireux et la chanson est foireuse. Mais effectivement, ça a inspiré Coluche, pour les Restos du Cœur. Vous avez déjà regardé, est-ce que vous avez déjà tunnel entre guillemets sur les dizaines d'heures de captation ? J'ai vu les performances des uns et des autres. Il paraît qu'Elton John aurait dit à Queen, vous avez volé la vedette, etc., etc. Mais c'est assez hallucinant comme délire de se dire qu'ils ont réussi à réunir tous ces gens-là, tous ces artistes assez dingues. Ils ont reproduit l'expérience en 2005 où ils ont fait Live 8, cette fois sur 8 pays, dont la France. Mais à noter un truc intéressant, c'est que dans la veine en fait du Band Aid, t'as eu USA for Africa aussi au début de l'année 85 avec We Are the World, porté par Lionel Richie et Michael Jackson, qui clôturait le spectacle américain du Live Aid. Et t'as le grand absent des années 80, soi-disant rival de Michael, qui n'est pas là, c'est-à-dire Prince, qui ne participe ni à We Are the World ni au Live Aid, et qui en fait a participé en faisant une chanson dans son coin et un clip dans son coin. Ça, c'est très Prince. Mais c'était vraiment l'époque. Hein. C'était l'époque de on va soutenir l'Afrique. Et alors, il paraît, parce que moi, gamin, je savais déjà que AIDS pour SIDA, et donc je pensais que le Live Aid était pour le SIDA, et en fait, non, pas du tout. J'ai découvert que c'était pour l'Éthiopie, sauf qu'en réalité, il paraît qu'un des objectifs cachés était aussi pour le SIDA. Moi, j'ai toujours cru que c'était le SIDA aussi, que c'était dédié à... Je sais qu'on peut trouver les DVD, c'est un des rares trucs dont ils ont fait commerce, mais qui est quand même 100% caritatif. T'es déjà tombé, toi, Mehdi ? Ouais, j'ai regardé j'ai regardé la quasi-totalité, à part les quelques artistes. Waouh, t'es fou. Les quelques artistes que j'aime pas beaucoup, quoi, mais... Et voilà, je peux pas regarder le passage de Status Quo. J'adore, j'adhère pas, quoi. Donc j'ai un peu zappé certains, mais j'ai pas la liste, mais il y avait vraiment tout le gratin à Wembley, Spandau Ballet. Pour avoir vu la liste In Excess, des artistes, non mais In Excess justement, ils étaient en Australie et ils ont fait dans leur coin le concert australien. Autant pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que la liste de Wembley est plus impressionnante malgré la présence du USA for Africa, qui est quand même le super groupe aux États-Unis. T'as quand même Stevie Wonder dedans. Enfin bon, je trouve que le line-up anglais est très très énervé. Il y a quasi que des légendes qui sont présents en concert, donc c'est vrai que le line-up est monstrueux. Enfin, c'est-à-dire que c'est un line-up qui arriverait même pas pendant un festival. C'est-à-dire, on l'aurait même pas eu à Glastonbury, ce line-up. Ça aurait été impossible de rejoindre, tout à fait. d'avoir autant de têtes d'affiche, parce qu'on a quasi que des têtes d'affiche presque, Ça, au même endroit, quoi. Enfin, moi j'aurais compris en tant qu'artiste, je suis en 85, je vais aller faire le Live Aid, mais j'aurais aussi peur de me dire, mais je vais jouer après un tel et un tel, je vais paraître ridicule, quoi. Ou par exemple, un groupe qui était là en 2005, mais qui n'était pas là en 85, à savoir Pink Floyd. Ouais, mais bon, après, c'est pas la bonne année. Eh ben, tu veux nous dire pourquoi ? Ouais, c'est pas la bonne année parce que la transition 85, pourquoi c'était pas la bonne année ? Parce que en 85, la formation initiale, enfin la seconde formation des Pink Floyd se rompt et on a le départ de Roger Waters qui finit par quitter Pink Floyd. Roger Waters, qui est l'un des pères fondateurs, qui est peut-être la personne qui a le plus apporté au groupe, hein, enfin légitimement. Et après, du coup, pour comprendre pourquoi cet événement est important, parce que ça pourrait être un énième groupe qui se casse et ça s'arrête là, mais il faut reprendre toute l'histoire de Pink Floyd pour comprendre pourquoi c'est un événement important. Pink Floyd, c'est quoi ? C'est un groupe
qui est emblématique en fait des années 60. C'est un groupe qui s'est formé sur une composition en fait autour de base d'un chanteur qui s'appelle Syd Barrett, qu'on oublie beaucoup parce qu'il est pas resté longtemps, mais qui est quand même la genèse de ce qu'a été Pink Floyd dans l'expression. Donc on a Roger Waters à la basse, en claviériste Richard White, et on a un batteur Nick Mason qui est là. Donc au départ, ce groupe, c'est ces 4 personnes-là. Donc le style de Pink Floyd, on le considère un peu novateur et unique. Cette espèce de début du rock progressif un peu psychédélique, en fait, et expérimental, en fait, on le doit quasi 100% à Syd Barrett au début, puisque c'est vraiment l'élément fou. Bon, Syd Barrett, par la suite, a eu des problèmes de santé mentale, mais c'est vraiment un élément fou. Et en fait, typiquement, dans The Piper at the Gate of Dawn, qui est le premier album, typiquement, si vous voulez juste écouter un morceau qui va retranscrire vraiment l'essence du truc, il faut écouter Bike, qui est la dernière musique de cet album, et qui est vraiment ça représente vraiment tout l'album. Il y a tout dans le psychédélique. On a un Syd Barrett qui chante, et avec son style vraiment prédominant, donc il chante un peu comme s'il racontait une comptine pour enfants, mais sur un trip psychédélique, donc c'est un peu spécial. Et donc du coup, on part vraiment de ce groupe-là. Donc ensuite, une fois qu'on arrive à cette formation-là, le problème c'est que, comme je disais, Syd Barrett, il va avoir pas mal de problèmes de santé en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire appel du coup à David Gilmour pour rejoindre le groupe et remplacer Syd Barrett, qui est plus en capacité en fait de faire les tournées. Et c'est là qu'on va avoir donc la nouvelle formation de Pink Floyd, et la formation que tout le monde connaît du coup. C'est cette formation là qui va donc pondre en fait le trio d'albums emblématiques, donc le Dark Side of the Moon en 73, juste derrière le Wish You Were Here en 75, et le dernier qui est donc Animals en 77. Donc le Wish You Were Here en 75, c'est un album qui est en hommage à Syd Barrett. C'est pour ça qu'il a ce côté un peu plus mélancolique et un peu plus dans l'émotion, parce qu'il était clairement dédié à lui. Et il faut savoir que les membres du groupe, très longtemps, sont restés en contact avec Syd Barrett, c'est-à-dire qu'ils ont quand même essayé de le garder un peu près d'eux, mais le problème c'est que forcément les maladies mentales, la décadence mentale, c'est très très compliqué. Et c'est vrai que Syd Barrett, c'est un peu la personne qui est un peu qui avait plus de soutien, quoi, qu'on pouvait plus aider. Et donc en fait, à partir de cette période, en 77, on va arriver en 79, où on a l'album The Wall, qui reste quand même un gros succès commercial en fait, mais ça reste un gros succès commercial. Pourquoi ? Parce que on a toute la recette de Pink Floyd, mais on va commencer à parler de sujets, on est plus dans le psychédélique, on va parler de sujets un peu graves, on va parler de l'aliénation, parce que Syd Barrett, on va parler de la guerre, de l'autoritarisme. Donc en fait, on commence un peu à s'engager, et en fait, cet engagement, c'est un engagement justement qui tient cœur à Roger Waters. Et il y a un moment justement, en 85, les membres de Pink Floyd versus Roger Waters, en fait, ils vont plus s'entendre, parce que Roger Waters veut rester dans de la création pure, il veut vraiment un peu partir dans des extrêmes de création, il veut pouvoir avoir des discours en fait beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus libres. Et derrière, on a un Gilmour, on va dire, qui prend un peu le lead et qui lui veut rester sur un truc qui est un peu plus carré, qui est un peu moins foufou. On veut continuer à appliquer la recette qui marche, quoi. Donc en gros, ce qu'il faut savoir en fait sur Pink Floyd, c'est que dans Pink Floyd, il y a 3 époques en fait. Et c'est ça qui est important, c'est que on a l'époque Syd Barrett, dont on a parlé, qui est une époque vraiment psychédélique, vraiment dans la création, on est vraiment dans la création pure. Roger Waters, il trouve son compte, et voilà, et qui s'arrête malheureusement un peu tôt à cause de la santé mentale de Syd Barrett. On a l'époque, du coup, Roger Waters, puisque Roger Waters, depuis le début, et voilà, il fait tout, le mec, il est parolier, il compose, il arrange, c'est vraiment un monstre. Et donc on a cette époque Roger Waters qui va donc pondre les 3 albums, Dark Side of the Moon, etc., donc qui vont être les albums les plus connus. Et ensuite derrière, on va avoir ce qu'on appelle dans le monde de la musique le post-Waters, qui est en fait l'époque de Pink Floyd après Roger Waters, au moment où il part. Parce qu'en fait, Roger Waters, il part aussi pour des questions d'image. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il a voulu que le groupe s'arrête, puisqu'il n'y avait plus les membres originels et qu'il n'y avait plus d'image. Et légalement, il s'est retrouvé dans une situation où pour lui ça devait se faire. En fait, légalement, il n'a pas pu arrêter le nom Pink Floyd, parce que lui, il voulait que le groupe cesse, que ça s'arrête, que chacun fasse sa vie, ou qu'il remonte un groupe mais avec un autre nom, parce qu'il estimait que Pink Floyd, c'est ces 4 membres là plus Syd Barrett, et que ça se passe comme ça. Et donc après cette époque post-Waters, c'est là où on va avoir le David Gilmour, qui va justement essayer de garder un peu le côté commercial de Pink Floyd, mais ce côté commercial, en fait, finalement, il s'essouffle très vite, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où
David Gilmour en tant que artiste lui-même est reconnu, mais Pink Floyd, il y a un moment en fait où on se rend compte que ça marche plus quoi. Il y a plus la folie. Ça marche parce que c'est un grand nom, mais ça ne marche plus parce que Pink Floyd est innovant. Ça ne marche plus parce que Pink Floyd est meilleur que les autres. Pink Floyd arrive sur des angles en fait où tu les attendrais jamais, parce que c'est ce qu'on attendait tout le temps d'un album de Pink Floyd. Et donc du coup, moi cette époque post-Waters, c'est une époque pour moi de Pink Floyd que j'aime pas du tout quoi. Moi personnellement, c'est une époque que j'aime pas parce que je trouve qu'on n'a plus la créativité. Je trouve ça nul d'avoir été dans une situation, parce que c'est ce qui était arrivé a priori. Roger Waters dit dans certaines interviews qu'il s'est senti un peu poussé vers la porte. Vu qu'il était plus en accord avec les autres, il s'est senti poussé par la porte. Et lui, personnellement, il a vécu la même chose avec Syd Barrett. Quand il partait trop lent, on l'a un peu poussé vers la porte. Quand il a eu ses problèmes de santé mentale, on l'a poussé vers la porte. Donc c'est quelque chose qu'il a pas trop apprécié. Et donc du coup, tout ça pour dire que, on va dire que moi personnellement, l'album, donc il y a un dernier album qui s'appelle The Division Bell en 94, qui est censé être le dernier album de Pink Floyd, malgré une tentative de comeback en 2005. Pour moi, limite, c'est l'album de trop. J'aurais préféré que Gilmour soit tout seul dans sa carrière solo, qu'on arrête le groupe et qu'on s'arrête là. Pourquoi du coup c'est emblématique ? Parce que un groupe en 85, donc où rien ne suppose qu'ils vont se séparer, donc un groupe qui est vraiment, mais au sommet vraiment de sa popularité quoi. C'est-à-dire qu'ils sont reconnus, ils sont surreconnus. Les musiciens, donc que ce soit la basse, que ce soit Gilmour, tous les musiciens sont reconnus comme des monstres, donc ils ont un peu le respect à la fois, parce que ça c'est très rare pour les groupes qui marchent en termes de commercial, c'est qu'on a rarement des groupes qui ont à la fois la reconnaissance commerciale et la reconnaissance musicale. C'est-à-dire que le son de Pink Floyd, en termes pour un audiophile, c'est incroyable. C'est les premiers, alors ça n'a pas marché parce que personne n'était équipé, mais c'était l'un des seuls à avoir tenté de faire un album en quadriphonie. À l'époque, personne n'était équipé, donc forcément ça n'a pas marché. Mais ils ont fait ça, leur son c'est très très propre, et en même temps c'est un truc très psychédélique, donc qui respecte des codes, mais qui sortent un peu des zones de confort, et ça marche quand même. C'est vrai que avoir un groupe comme ça qui est au sommet de sa forme, qui a la reconnaissance du public, la reconnaissance de l'industrie, la reconnaissance des techos et des audiophiles, et qui justement s'arrête d'un coup, je veux dire, moi personnellement, dans les groupes qui ont cessé comme ça du jour au lendemain, qui n'ont pas cessé, mais en tout cas les ruptures comme ça du jour au lendemain, pour moi, j'en connais pas de plus surprenante quoi. C'est-à-dire que le rock en scène pour Oasis, moi ça me surprenait pas, ils se foutaient sur la gueule tout le temps. Ça a marqué beaucoup de gens, moi ça m'a pas marqué. Les prises de position dans Nirvana avec un Kurt Cobain qui commence à s'éloigner du groupe un peu avant sa mort, ça m'étonne pas plus que ça non plus. John Lennon qui veut faire une carrière solo, ça m'étonnait pas plus que ça. Parce qu'ils ont fait beaucoup. Mais là pour le coup, Pink Floyd, c'est vrai que dit en image, on avait l'impression que ça marchait bien quoi. Que ça marchait bien, que tout le monde était content et qu'ils avaient justement réussi à rebondir après le départ de Syd Barrett, et donc voilà pourquoi moi je pense que c'est un événement important de 85. Tu parlais de qualité audiophonique. Moi je pense souvent à Dark Side of the Moon, qui me semble a été une référence même pour les ingé sons, pour pouvoir calibrer les sons. Est-ce que tu en sais un peu plus sur ça ? Pourquoi ça a été utilisé comme ça ? C'est juste que c'était la référence que tout le monde connaissait, qui était à portée de main ou... En fait, il y a plusieurs choses. Il y a le fait déjà que le morceau en lui-même, il est tellement chargé en effet, en voix, que du coup c'est un bon exercice de calibrage, parce que t'as quasiment tout dedans, pardon. Et au-delà de ça, c'est surtout que de base, c'est un morceau qui est extrêmement bien mixé. Après, chacun choisit. Bien sûr, il y a aussi la hype du fait que ce soit Dark Side of the Moon, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Je veux dire, moi, les ingé-sons, la majorité qui mixent, ils ont tous leurs morceaux de référence. C'est toujours des morceaux très bien mixés, mais il y en a qui vont préférer prendre du Jackson, il y en a qui vont préférer prendre du Phoenix, et il y en a qui vont préférer prendre du Dark Side of the Moon, du Pink Floyd. En tout cas, je suis très content que tu aies parlé de Pink Floyd, parce que moi, pour ma part, j'ai beaucoup écouté Pink Floyd lorsque j'étais adolescent. Je me suis un peu intéressé, j'ai déjà entendu Piper at the Gate of Dawn, j'ai déjà entendu ce nom-là. Mais pour moi, Pink Floyd, ça commence à Saucerful Secrets, notamment Let There Be More Light, qui était pour moi le truc le plus vieux de Pink Floyd que je connaissais. Donc en fait, je me rends compte que je connais pas du tout Piper at the Gate of Dawn ni Syd Barrett. Ouais. Donc je suis bien content que tu aies reparlé de ça. Et évidemment ça parle pas de Gilmour, mais c'est très différent quoi. C'est une autre époque, une autre époque. On est sur le début, donc on a toujours ce côté psychédélique, expérimentation, mais du coup on a ce côté entre guillemets chanteur frontman quoi, parce que Syd Barrett c'est un chanteur
on va dire, qui fait tout un peu au feeling, et c'est un vrai chanteur frontman. C'est-à-dire que Gilmour, certes, chante, mais c'est un guitariste chanteur, quoi. Et donc Syd Barrett, il avait plus ce côté-là d'animation. Pourquoi Dark Side fonctionne, pourquoi Wish You Were Here fonctionne, parce qu'en fait apparemment c'est... Et pourquoi Animals fonctionne, parce que c'est des œuvres relativement collégiales. À partir de The Wall, il fait une vraie fracture, et Roger Waters va vraiment partir dans ses délires. Il s'est poussé vers la sortie tout seul, parce qu'il a voulu s'accaparer le groupe, et le groupe ne fonctionnait jamais aussi bien que lorsqu'ils fonctionnaient ensemble. Je pense qu'il était profondément incompatible avec David Gilmour pour le coup, et je pense que l'apport de Gilmour et des autres est très important, et là pour le coup je trouve que c'est marrant parce que tu dis que Freddie Mercury n'arrive pas à fonctionner tout seul. Moi je pense que Waters n'arrive pas à fonctionner tout seul pour le coup. Il essaye d'emmener les autres dans un truc engagé, machin, etc. The Wall, il parle de sa propre solitude et de sa propre aliénation finalement. Enfin c'est ça, c'est lui qui n'arrive pas à s'entendre avec les autres, et j'en veux pour preuve que ce qui est unanimement reconnu comme étant le meilleur morceau de Pink Floyd, c'est un morceau coécrit avec Gilmour, c'est Comfortably Numb, qui est co-chanté avec Gilmour, vraiment, c'est pour le coup la dernière œuvre en duo, on va dire, vraiment. Parce que, attends, The Wall, c'est pas non plus hyper digeste, faut être honnête. C'est-à-dire que t'as des morceaux de bravoure incroyables, et t'as aussi des trucs très très moyens, faut pas déconner. Et je dis ça, j'en ai bouffé du Pink Floyd, putain, qu'est-ce que j'aime ça, mais au bout d'un moment, je sais pas, moi je comprends que c'est hyper important, mais j'ai un peu l'impression que c'est un mec qui a voulu dire vous verrez, vous en sortirez pas sans moi. Ils s'en sont sortis, ils ont fait 10 ans sans lui. Ah oui, non mais ça n'a pas empêché, c'est juste que ces 10 ans je suis d'accord, hein. Après moi je défends pas Roger Waters pour le fait qu'il ait quitté ou qu'il ait fait du solo ou pas, hein. Ça n'empêche pas que moi tout seul, enfin de toute façon il y en a aucun d'eux, même Gilmour, que j'écoute tout seul. Parce que moi ça me plaît pas. Ouais, je suis d'accord. Voilà, c'est un peu le même truc que j'avais avec Queen tout à l'heure, c'est l'alchimie, elle marche là, tout seul ça marche pas. Et moi je défends pas Roger Waters. Le seul truc que je vais plutôt mettre en avant, c'est de dire bah t'as toujours un élément qui sort un peu entre guillemets des sentiers battus, donc, et qui peut faire la différence. Moi le seul truc que j'ai, c'est vrai que pour moi le Pink Floyd post Waters, bah c'est pas que ça perd de sa superbe, mais ça fait du plus carré, quoi. Ça prend moins de risques, ça expérimente toujours, ça y a pas à dire, ça reste dans le psychédélique, hein, mais ça te prend moins au dépourvu. Après Roger Waters, de toute façon il est parti dans tous les cas, c'est un mec qui est parti dans des extrêmes, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a quitté Pink Floyd, il a fait des albums solo extrêmes, il s'est lancé dans de la politique parce que voilà, il a commencé à défendre les droits de l'homme, enfin il est vraiment parti en roue libre, quoi, hein, à partir de là. Gilmour a su rester plus terre à terre sur ça, et c'est vrai qu'entre les deux, quitte à écouter, vaut mieux écouter Gilmour parce qu'au moins il y a quelque chose qui se tient, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'écoute et qui est dans un genre, quoi. Et du coup pour faire un peu la transition, du coup on parlait du style un peu enfantin de Syd Barrett avec beaucoup de comptines interprétées, on va dire, donc je pense que ça peut être pas mal pour passer à l'œuvre suivante du coup. Alors imaginez, vous êtes un enfant de 12 ans. Vous n'êtes pas hyper populaire à l'école parce que vous êtes plutôt du genre à vous évader devant une toile qu'à faire du sport. Mais vous et votre bande de potes, vous êtes soudés et vous aimez tous le cinéma. Donc vous avez 12 ans, oui, mais on est en 85 et cette année le cinéma, il est bien gâté. Alors vous êtes un peu fait chier devant Brasil parce que vous attendiez un humour à la sauce Monty Python. Les bandes annonces de Commando et Invasion USA vous font baver, mais vous pourrez pas les voir parce que c'est PG-13 et du coup c'est mort pour vous. Vous trépignez d'impatience devant celle de Retour à le futur parce qu'il s'annonce comme le meilleur film de tous les temps. Et vous ne savez pas encore que vous n'allez rien piger à Dune parce que déjà David Lynch, et oui mec, t'as 12 ans. En attendant, ce mois-ci, il y a un film qui s'appelle Les Goonies qui sort, et c'est réalisé par Richard Donner. Alors lui, c'est le mec qui a fait Superman quand t'avais 7 ans, et ça, tu te souviens que c'était bien. Et puis il y a Chris Columbus qui a écrit l'histoire, et comme t'as adoré Gremlins l'année dernière, tu te dis que ça peut être cool. Mais surtout, t'as vu que c'était Steven Spielberg qui produit le film. Spielberg, c'est quand même lui qui a fait Les Dents de la Mer, E.T., Les Aventures de l'Arche perdue, et aussi Indiana Jones et le Temple maudit, que ta mère t'a interdit de regarder parce que ça aussi c'est PG-13, et tu sais que dès que vous aurez l'âge, toi et tes potes, vous allez vous organiser une petite séance pour le voir tous ensemble. 12 ans, c'est aussi l'âge de la bande des potes du film. C'est marrant, il ressemble à ta bande de potes. D'abord il y a Mickey, le héros. Lui, tes enfants vont le kiffer dans quelques années quand il jouera Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a Bagoo aussi qui était dans Gremlins l'année dernière. Data, que t'as vu dans la bande-annonce du Indiana Jones que ta mère ne veut pas que tu regardes. Et Choco. Choco, c'est le petit gros de la bande, et ça te saoule qu'on se moque de lui pour ça parce que toi aussi t'es le petit gros de ta bande. Mais bon, c'est juste un petit gag et c'est pas trop méchant, alors ça va. On va pas se fâcher pour si peu. Dans le film, au début, les 4 amis ils sont pas hyper joyeux parce que tout leur quartier d'Astoria va être rasé par un promoteur immobilier qui veut construire un terrain de golf. Et comme ils roulent pas sur l'or, personne peut racheter le terrain pour continuer à y vivre.
C'est alors que Mickey trouve dans son grenier la carte d'un fabuleux trésor disparu, celui du pirate Willy le Borgne. Avec ses amis, ils vont se mettre en quête du butin pour sauver leur maison, leur quartier et leur amitié. Mais en chemin, ils vont rencontrer les Fratelli, des bandits qui se sont échappés de prison et qui, comme par hasard, eux aussi sont à la recherche du trésor. Du coup, quand tu sors du cinéma, le film il te reste dans la tête. Et s'il te plaît autant, c'est parce que c'est d'abord un film d'aventure à échelle humaine et à échelle des enfants, qui t'a permis à toi de t'identifier à un héros qui lui aussi est un enfant et qui vit une grande aventure. Parce que bon, faut être honnête, tu ressembles plus à Mickey qu'à Schwarzy. C'est aussi parce que t'as enregistré la bande-son sur ton lecteur de cassette. C'est parce que Spielberg c'est le maître de la machine à rêve. C'est parce qu'il y a une super carte au trésor, il y a des énigmes, il y a des gadgets et des pièces mortelles. Et tu trouves peut-être ça un peu cucu, mais c'est aussi parce que c'est une bande de potes, qu'il y a de l'amitié, qu'elle est présente tout le long, elle est montrée et elle est magnifiée du début jusqu'à la fin. Quand t'en parleras plus tard, quand tu seras plus grand, tu diras aussi que ce film c'est un pur concentré de nostalgie. C'est comme Stranger Things qui a tout pompé dessus, dont il s'est inspiré de l'alpha à l'oméga. Il a compris son époque et il a su extraire tout ce qu'en fait la substance. C'est parce que c'est réalisé en portant un regard bienveillant sur l'enfance, parce que c'est fait avec l'amour du cinéma, et parce que ce film, plus qu'aucun autre, n'arrive à te ramener en arrière, à te faire revivre ces années, ces moments qui sont passés depuis maintenant bien longtemps, mais qui, malgré les réflexions sur ton poids ou ton physique que tu te prenais, le fait que t'avais pas beaucoup d'argent et que ta mère obligeait à aller te coucher à 21h, ces moments comptent quand même dans les meilleurs de ta vie, et tu les échangerais pour rien au monde. En attendant de devenir grand, et même si Retour à le futur pourrait te faire changer d'avis, t'espères quand même que les Goonies raflera l'Oscar du meilleur film l'année prochaine, et pas ce truc barbant dont tout le monde parle, Out of Africa. Voilà, c'était mon avis sur les Goonies, et j'ai hâte de voir ce que vous avez ressenti merci, Mike. devant ce film. T'es né en 73, c'était incroyable ce que tu viens de faire. Voilà, c'est ça. Non, j'ai dit, le premier mot, c'est imaginer. Ah, merde. Non, c'est marrant parce que quand j'ai vu les Goonies, je l'ai vu il y a quelques années, je sais plus, 2, 3, 4 ans. Petite question avant que t'en parles, est-ce que c'était la première fois que tu le voyais? Oui, absolument. C'est-à-dire que pour moi, il charriait sa réputation, mais j'étais adulte, j'étais adulte forcément en le voyant. Déjà, j'ai découvert qu'il y avait Josh Brolin dans le film, j'étais très étonné. Dans sa fin d'adolescence. Qui passe son temps à se faire bolosser dans le film. Ouais. C'est amusant parce que tel que tu le décrivais, finalement, je retrouvais assez de Spielberg. Alors tu dis que c'est Chris Columbus. Alors, Chris Columbus, effectivement, est souvent intéressé par des histoires d'enfants, alors sans mauvaise blague, mais des histoires où les enfants sont les héros. C'est clair que les Gremlins, Harry Potter... Moi, j'ai raté l'avion. Et c'est marrant parce que c'est effectivement une histoire à échelle humaine, et on en reparlera un peu plus tard pour un autre film. Et surtout, finalement, c'est très Tintin dans l'esprit, c'est-à-dire on va découvrir une carte à trésor. Complètement, ouais. Ce trésor va nous permettre de sauver notre ville. Enfin, en fait, finalement, c'est très simple et c'est très bonbon, quoi. Je veux dire, il y a un enjeu, c'est agréable pour ça, quoi. En fait, c'est parce que c'est simple que ça marche, et c'est parce que c'est bonbon que ça marche aujourd'hui. Oui. Que tu l'aimes aujourd'hui encore, en fait. Alors, je t'ai demandé aussi si tu l'avais découvert à l'âge adulte, parce que moi, le film, j'ai découvert quand j'étais gamin, je devais avoir une douzaine d'années, et j'en parlais avec une pote au travail. Et on a un collègue qui dit mais moi j'ai jamais vu pourquoi c'est bien en fait. Et ce collègue là il avait une trentaine d'années quand on en a parlé, et je lui dis mais mec, me parle pas tant que t'as pas vu le film, va le voir et reviens me voir après. Et il est revenu me voir, il m'a dit moi j'ai pas aimé en fait. Ah mais je comprends. Et je pense que quand tu découvres adulte, c'est hyper dur de te mettre à apprécier le film parce que ça te parle pas comme ça. En fait ça a pas implanté un truc en toi à l'époque que tu ressors aujourd'hui, si tu veux. Il y a d'autres films qui peuvent faire ça, mais quand tu le découvres adulte, c'est très dur du coup d'avoir cet effet bonbon, je trouve. Mais je suis assez d'accord parce que moi je m'attendais à quelque chose d'incroyable et finalement j'ai pas été soufflé, mais il n'est pas déplaisant pour autant. Mais je comprends qu'en étant adulte on puisse passer complètement à côté. Mais il faut le prendre comme un film d'aventure avec des enfants qui sont les héros. Et finalement après tu vois ça un peu comme quand tu lis une BD comme La Patrouille des Castors ou quoi, c'est-à-dire un truc où tu acceptes délibérément de croire que c'est possible, même si tu sais que ça l'est pas, mais finalement c'est le principe du cinéma. Tu te laisses embarquer dans l'aventure. Et par ailleurs, toute l'épave dans la grotte à la fin, ça c'est hyper sympa finalement. C'est très cool, et puis les méchants sont cons exactement. Mais c'est marrant, Chris Columbus fait des méchants très cons, hein. C'est exactement la même chose que dans J'ai raté l'avion justement. Et oui, non, mais effectivement, mais en plus pour le coup c'est un film qui a eu un vrai impact. Je crois que c'est la première production Amblin, c'est Retour vers le futur, la première production Amblin, mais c'est Spielberg derrière. Et Spielberg était producteur exécutif en anglais, donc délégué en français. Ouais. En fait l'histoire était de lui, il a dit à Columbus vas-y écris-moi un scénario. Ah oui. Ouais, d'où le côté Tintin finalement, parce que c'est un truc très important pour Spielberg. C'est les prémices de ce qu'ils ont appelé après la bande à Spielberg en fait. Non, en tout cas, il y avait toute une bande, c'est ça que je comprends, c'est la bande à Spielberg. Et puis en plus, ça n'a pas lancé. Enfin, c'était un bon début de carrière pour
pour Chris Columbus qui avait déjà fait les Goonies l'année précédente, mais c'est aussi, ça a lancé donc Sean Astin, j'en ai parlé parce qu'il y fait Sam Gamgee. Il y a Josh Brolin qu'on va retrouver en Thanos, en K dans Men in Black 3. Il y a Corey Feldman, bon, qui n'aura pas fait grand chose d'autre. Il y a, alors vous allez m'excuser sur le prénom, mais Ki Huy Kwan, qui a eu son Oscar du meilleur second rôle l'année dernière, je crois, ou cette année, pour Everything Everywhere at Once. Pardon, oui. Donc je veux dire, c'est cette année, moi j'étais encore en 85, et je crois puis, que tu parlais de 2001 l'année précédente. Et puis du coup, voilà, c'était Data aussi, si tu veux. Donc c'est, alors lui, il n'a pas une grosse carrière d'acteur. Il a fini chorégraphe et consultant cascade sur plein de films. Mais je veux dire, on a quand même eu donc Sean Astin et Josh Brolin qui sont sortis de là quand même, quoi. Ouais. Non, et puis moi, il y a un truc que j'ai kiffé, c'est que je sais plus lequel, mais il y en a un qui a un t-shirt Purple Rain et rien que ça, j'étais content. Je crois que c'est Bagou. Ouais. Donc Corey Feldman. Tu vois, tu parlais d'influence du film, et quand j'ai vu Stranger Things, parce que je me suis mis sur le tard, j'ai pensé immédiatement effectivement aux Goonies, la trame policière avec les gamins, etc. Les courses à vélo. Oui, absolument. Je pensais aussi à Twin Peaks pour une autre raison, mais effectivement, c'est tout ce genre d'histoire qui se passe dans des villes, les petites villes américaines qui sont en fait suffisamment grandes pour qu'il se passe des trucs, qui sont dans des près de forêts de pins, etc., etc. Effectivement, Stranger Things a beaucoup de ce côté-là, quoi. Et faut dire aussi que pour passer sur Stranger Things, mais sur l'influence que ça a eu, il n'y a pas beaucoup de films qui ressortent au cinéma 35 ans après, en fait. Et lui, il est ressorti en 2010, en 2011, en 2015, en 2019 et en 2020. Ils l'ont ressorti et... Pourquoi ils le ressortent ? Parce que la nostalgie, ça joue, ça marche. Parce qu'ils ont eu ils ont fait un... Comment ça s'appelle ? C'est Josh Gad qui, pendant le confinement, faisait des émissions où il faisait des zooms avec tous les acteurs, il aime bien les réunir, et il y a cette espèce de marronnier qui revient de les Goonies 2, est-ce que ça va venir, est-ce que ça va pas venir. Alors des fois ils disent oui mais il faut qu'on ait un truc qui marche, des fois non, ça viendra pas, et c'est toujours cette espèce de... on vous fait quand même jouer sur la nostalgie et peut-être il y aura un truc derrière, quoi. C'est du fanservice ou c'est vraiment important pour les cinéphiles ? Je pense qu'il y a une grosse part de fanservice, faut pas déconner, mais je pense que ça a lancé la cinéphilie de beaucoup de monde en fait, parce que il y a tous les tropes du cinéma, il y a les méchants un peu débiles, il y a le MacGuffin, il y a la résolution à la fin qui est super cool avec cette image du bateau qui s'en va sur l'eau. Je pense que ça a lancé la cinéphilie de beaucoup de monde, ouais. C'est marrant parce que c'est un peu une histoire type épisode de série télé en fait. C'est vraiment genre, oh ça alors, il faut faire quelque chose. Tiens, on a une carte. Tiens, oui, voilà, c'est... Si on allait c'est un peu artificiel, mais ça fonctionne quand même. À 5 minutes d'ici, dans une grotte, tiens, et puis on sauve la ville. Et puis freeze frame et générique de fin. Non, et puis J.J. Abrams a carrément repris une scène dans le tout dernier Star Wars. Les gamins, ils ont une espèce de médaillon dont ils servent pour vérifier que le rocher est bien calé, donc l'entrée du souterrain, c'est pas le resto. Et les 3 nouveaux personnages de la dernière trilogie Star Wars refont la même chose avec la dague aux 2/3 du dernier Star Wars. Eh bien écoute, merci Émeric, et je vous propose que nous parlions tous ensemble d'un truc qui aura marqué l'année 85, qu'on a déjà pas réussi à cacher de quoi on allait parler, parce que le petit en face est quand même très excité à l'idée. Et donc pourquoi le podcast s'appelle Almanach, pour tout un tas de raisons, mais dont une qui a commencé en 1985 et qui s'appelle Retour vers le futur. Émeric, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur Retour vers le futur ? Que c'est le meilleur film du monde, enfin la meilleure trilogie du monde. Désolé les fans de Seigneur des Anneaux, désolé les fans de Star Wars, vous pouvez vous déconnecter dès maintenant. C'est un film où il y a tout dedans en fait, et c'est pour ça que je l'aime, parce que il y a de l'aventure, il y a de la romance, il y a de l'action, il y a un peu d'espionnage, il y a tous les genres qui sont dans un même film, et en général, ouais, je vois ta tête. Tu veux dire quand il espionne sa future femme à la fenêtre ? Il y a ça, il y a aussi quand alors bon, c'est certes dans le 2, quand Marty arrive dans son impair en cuir et qu'il essaye d'espionner Biff quand il est jeune. Il dit ouais, on dirait une maison de grand-mère avec son talkie-walkie avec une antenne de 40 cm. Mais en fait, pour moi, c'est un film en fait qui regroupe tout un tas de genres, et c'est très casse-gueule de faire des trucs qui sont très différents et de faire un melting pot en fait. Et je trouve que le film s'en sort brillamment bien. Il y a de l'émotion, tu rigoles, t'as peur pour les personnages. Enfin, et puis c'est un film qui parle de voyage dans le temps et qui se casse pas la gueule. Alors oui, on pourra toujours dire il y a des trucs quand même sur le voyage dans le temps. Personne sait comment ça marche le voyage dans le temps, donc on s'en branle. On fait ce qu'on veut en fait, on en parle comme on veut. C'est vrai que les gens ont beaucoup d'avis sur un truc qu'on n'est pas capable de faire. Les gens aimeraient trouver une logique dans les voyages dans le temps, alors que soyons honnêtes, personne ne l'a jamais fait jusqu'à preuve du contraire. Donc bon,
Parce que quand ils disent oui, mais alors quand il arrive dans le passé, vu qu'il empêche la rencontre de ses parents au début, bah il devrait disparaître tout de suite. Ouais, mais en fait, tu sais pas si le passé enfin tout ce qu'il a modifié s'enclenche au moment où il retourne dans son époque, ou est-ce que ça se fait avant? Personne ne sait comment ça marche en fait, parce que ça se trouve c'est même pas possible. Donc on s'en fout quoi. Il me semble qu'Universal d'ailleurs disait les voyages dans le temps, les films de voyage dans le temps, ça fait 0, ça marchera jamais, ça a été reject un nombre de fois pas possible. Non, mais attends, le scénario ce qui est délirant, c'est que donc Bob Gale et Robert Zemeckis, qui sont deux potes de l'université, ont les mêmes centres d'intérêt, ils voient les mêmes films étant jeunes, etc. Et des potes à Spielberg, hein. Non, attention, c'est plus complexe que ça. Ils commencent à bosser pour Universal à la télé, etc. Et puis ils finissent par s'apercevoir que c'est chiant de bosser pour la télévision. Et donc ils décident de faire du cinéma. Ils se font repérer par Spielberg. Ils écrivent des films qui littéralement sont tous des fours, que ce soit des films pour Spielberg, des films pour Robert Zemeckis eux-mêmes, etc. Et je sais plus lequel des deux aimerait qu'elle moi, c'est Bob Gale ou Zemeckis qui en allant voir ses parents s'aperçoit que il pourrait pas être ami avec son daron, et de là vient l'idée. Mais les mecs, je crois que c'est Zemeckis. C'est Zemeckis. Ouais. Bon. Et donc les gars ils commencent à développer l'histoire. Et ils proposent littéralement à tout le monde. Tout le monde. Tout le monde les envoie chier. Et tout le monde les envoie bouler. Et apparemment, ce qui est intéressant quand tu lis le premier script de Retour vers le futur, c'est que tu t'aperçois qu'il y a énormément d'idées que tu vas retrouver à droite à gauche, que ce soit le nom d'un perso dans tel film, que ce soit tel concept dans un machin, etc. Les mecs, littéralement, se sont fait jeter. Disney n'en a pas voulu parce que c'est incestueux. Un tel n'en veut pas parce que machin. D'autant que le passage du baiser avec la daronne est relativement... court, et c'est pas... Et il est montré de manière à ce qu'il n'est pas censé être normal dans Voilà, le film. c'est ça. Lui, il se rend compte qu'il y a un truc qui lui elle plaît pas, aussi, et... d'ailleurs. Non, et donc les mecs se font jeter à droite à gauche. Je ne sais même plus comment Universal finit par... Si, Universal finit par accepter parce que Zemeckis a besoin de pognon. Michael Douglas, au moment de faire À la poursuite du diamant vert en 84, se souvient du travail de Zemeckis sur un précédent film, demande à ce que ce soit lui qui bosse, et À la poursuite du diamant vert est un succès fou. Et c'est là que Zemeckis va rencontrer Alan Silvestri, et c'est pour ça qu'en 85, ils vont continuer à collaborer pour la musique de Retour vers le futur, qui pour le coup est assez incroyable, faut être On honnête. n'a rien à envier à aucun film. Non seulement Alan Silvestri est loin d'être un gland de cul, mais en plus la musique est vraiment super bien, faut être honnête. Les Goonies, c'est une histoire à taille humaine, c'est exactement ce que j'aime dans Retour vers le futur. On parle d'un truc. Il va pas sauver le monde, quoi. Il va pas sauver le monde. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui disent le premier, c'est le film parfait, etc. Je parlerai du 2 qui, à mon égard, est vraiment le film parfait. Qui a un seul défaut, c'est de venir après le 1. Mais bon, pour moi, il y a 2 défauts majeurs dans Retour vers le futur 1. Soyons honnêtes, c'est les Libyens. Cette idée d'avoir des méchants... Il fallait trouver un groupe de méchants d'un pays que les gens connaissaient pas trop à l'époque. Mais finalement, tu vois, c'est dommage d'avoir inséré ça, parce que c'est un truc très, très daté, finalement. Tu vois, c'est un peu comme je le mets au même niveau que le gag sur le poids de choco, en fait. C'est un truc que t'as une fois, on n'y revient pas, en fait. Ouais, je sais pas, j'ai cette phrase, pourtant les Libyens. Tu comprends pas, les Libyens. Mais en vrai, je veux dire, les Américains à l'époque, ils savaient pas où étaient les Libyens. Je pense qu'aujourd'hui, tu prends un Américain dans la rue, il sait pas forcément trop non plus, tu vois. Et tu te dis juste, bon, bah voilà, c'est un groupe terroriste du Moyen-Orient, tu sais pas trop où. Et puis, ça a pas cherché plus loin. Ils ont jeté une fléchette sur une carte, ils ont fait, bon, la Libye. Ouais, après, je trouve que pour moi, c'est le seul défaut de film. Et donc, on parle d'un défaut qui est un micro-événement. T'as un autre endroit où je trouve qu'il y a une ellipse temporelle qui est un peu rapide. Mais encore une fois, voilà, on parle d'un film qui est très, très, très solide. À échelle humaine, tu peux pitcher en 10 secondes, c'est-à-dire un mec qui est coincé dans le passé, il doit retourner à son époque. Voilà, quoi. Il y a un vrai enjeu en plus de survie pour sa propre personne qui est vachement bien foutu avec l'idée de la photographie, etc. C'est pas pour rien, je pense, que le film marque, tout simplement parce qu'il fonctionne, quoi. Il est solide, il fonctionne, il est bien, il est bien foutu, et je trouve, et surtout il vieillit bien, je trouve. Enfin, je l'ai revu récemment, il vieillit super bien. Il y a des... les effets spéciaux sont encore... quand tu regardes l'attaque des clones, tu vois le détourage des monstres dans l'arène, alors que dans celui-là, je veux dire, la DeLorean, alors ouais, bon, tu vois que le feu, dans la scène de début, les gens sont incrustés dessus, mais c'est tout, quoi, en fait. Tout le reste, ça... Ouais, mais après, c'est la différence, c'est que c'est pas un film avec énormément de synthèse aussi, quoi. La DeLorean, elle est là, ils l'ont montée, alors il n'y a pas beaucoup de place dedans, mais c'est une vraie DeLorean, quoi. Ouais, non, et ils ont juste, du coup, pris tout l'espace pour pouvoir mettre une espèce de processeur nucléaire qui permet de voyager dans le temps, mais convecteur temporel. Ouais, mais voilà, il n'y a pas très peu de synthèse. Les flammes, pareil, ils ont essayé de faire des flammes, enfin ils ont fait des vraies flammes. Après, effectivement, tu vois le rendu, bon bah après tu te dis d'accord, bon la voiture elle a pas pu faire ça, mais dans Retour vers le futur, dans Retour vers le futur, il n'y a pas ce côté synthèse, on en utilise peu, voire pas.
Et du coup, c'est ça qui fait que c'est intemporel. Puis Quoi. l'essentiel des effets spéciaux, c'est du maquillage pour virer les acteurs ou les rajeunir. Et ça passe. Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'ils vont dans une époque qui est facile à reproduire. C'est-à-dire 30 ans avant, c'est pas c'est ça. C'est ça qui est bien finalement. Surtout, ils avaient les studios Universal qui avaient un peu la gueule d'il y a 30 ans avant, quoi. Mais moi, je suis intéressé par Simon qui parlait un peu de défauts. Si je chipote un peu, je sais pas si vous connaissez cette histoire de Crispin Glover, donc qui joue George McFly dans Retour vers le futur. Il partage un avis que j'ai sur le film. Un défaut peut-être, c'est que à la fin, en fait, la résolution, c'est que la famille de George McFly, du coup, elle est beaucoup plus riche. Ouais, on parle de The Power of Love, mais au final, c'est la The Power of réganienne. Pognon, Alors, c'est l'unique critique réganienne du film, c'est que c'est l'accomplissement, et donc par conséquent, t'es plus riche, plus beau, plus fort. Bon, après, il y a aussi après, c'est pas trop en temps la logique. Moi, je trouve que c'est plutôt pour que ça fasse un feel good, que t'as un happy end, parce qu'il se fait martyriser tout le long du film, son père, et en plus l'autre dans ce futur-là, c'est un gros connard, faut dire ce qui est. Et là, c'est juste que, ok, le karma t'a banni. On a remis les choses dans l'ordre et maintenant le père, la famille McFly, ils sont blindés et toi t'es devenu pauvre. Mais c'est juste pour dire bien fait pour ta gueule. Et t'es content de le faire, ce bien fait pour ta gueule, vu que. Ouais, après, si tu veux faire une critique sans aller dans l'analyse un petit peu extérieure au film, tu peux te dire que Doc, il arrête pas de dire attention, faut pas modifier le cours du temps, on fait que voyager, observer, machin, tu modifies pas le continuum espace-temps. Sauf si c'est pour sauver ta famille, lui permettre de devenir un peu riche et de bolosser le mec qui t'a bolossé avant. Là, c'est pas trop grave. Oui, je veux dire, Doc, il se prive pas de changer allègrement le cours du temps dans le 3e épisode. Merci, quoi. Ouais, il a changé d'avis entre le 1 et le 3. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas il a rencontré l'amour. C'est pas trop le but de ce truc-là. On n'est pas dans l'effet papillon non plus, quoi. On n'est pas sur le machin la moindre chose va changer la totalité du futur. Voilà, ça reste quand même un truc où on est quand même sur un truc plutôt. Enfin, on est plus sur de l'humour. On vit une aventure, on est clairement sur une comédie. C'est pas le voyage dans le temps, c'est entre guillemets, c'est un outil parmi 18. Ou un prétexte parmi 18 pour faire un film sympa avec pas mal d'humour. D'ailleurs, le film est assez drôle en réalité. Je me souvenais pas, quand je l'ai revu, je me souvenais pas qu'il était aussi marrant. Moi, je le mets clairement dans les catégories humour subtil. Pas grosse comédie, on n'est pas sur sur du Benny, tu vois, mais ça reste humour. Ouais. Non, moi je trouve que c'est un film qui a réussi à bien des égards, même narrativement. C'est-à-dire que tu as des tas d'astuces narratives qui sont d'habitude assez grossières. Comme mais que je trouve assez bien amené dans le film. Typiquement, le moment où Doc va expliquer le convecteur temporel. Il dit, regarde ça, c'est le convecteur temporel. Je m'en souviens parce que je me suis cogné la tête et je sais précisément là où je veux aller. Ouais, c'est génial parce que ça introduit ça introduit la rencontre avec Doc et comment il va prouver qui c'est qui il est. Et c'est vachement bien foutu parce que aujourd'hui, on fait de l'exposition où littéralement, on prend les gens pour des cons et on sait pas faire de l'exposition assez subtile. Et là, c'est assez bien foutu. Et c'est ça, en fait, qui est bien dans le film. Tout est assez bien fait. Et naturel, organique, en fait. Voilà, tout paraît assez naturel. Et c'est ça qui est très agréable, finalement. Voilà, petite anecdote. La DeLorean devait être un réfrigérateur à la base. Ouais. Ça, c'est une anecdote énorme. On revient sur Indiana Jones. Surtout, ce qui est fabuleux, c'est que la scène finale de l'hôtel de ville devait être dans un site d'essai nucléaire où effectivement il s'enferme dans un réfrigérateur pour retourner dans son présent. Scène qui a été storyboardée, abandonnée car trop chère et reprise quasi en l'état pour Indiana Jones 4. Sans le voyage dans le temps. Sans le voyage dans le temps, évidemment, ouais. Ça, c'est assez marrant. Oui. Mais c'est Zemeckis, c'est Bob Gale qui disait c'est chaud parce que autant une voiture, on sait que les gamins ils vont pas prendre les clés des parents pour la conduire. Autant le frigo, il y a moyen qu'ils se ferment dedans et on aura des morts sur la conscience. C'est exactement la raison pour laquelle ils ont pris du coup, alors pas spécialement une DeLorean, mais une voiture qui avait de la gueule. Mais une voiture qui avait de la... En fait, ils ont pris la DeLorean pour les porte-papillons. Ouais. C'est la seule raison, c'est qu'ils ont pris une voiture abordable avec des porte-papillons parce qu'ils trouvaient que ça faisait futuriste, quoi. Ouais. Néanmoins, j'aurais bien aimé voir aux USA des conventions de frigo quand même. Ah ouais, ça aurait été sympa, ouais. J'ai un SMEC de 85, authentique, avec son convecteur temporel, regardez. Puis la dernière anecdote que je savais pas, que j'ai appris en regardant semblerait-il que McFly, c'est le surnom de McFly, Marty McFly, change en fonction des pays. C'est-à-dire qu'en français, il s'appelle Pierre Cardin, mais en espagnol, il s'appelle Lévi Strauss. Et semblerait-il que pour chaque pays, ils ont trouvé un truc qui parlait... en anglais, alors d'ailleurs, moi personnellement, j'ai jamais vu la VO du film.
film parce que la VF de Luc Hamet est parfaite en fait. Il n'y a pas besoin de se faire chier à dire ah elle est pas terrible, on va voir ce qu'ils font en VO. Je veux dire les intentions de jeu elles sont là, c'est pas juste je récite mon texte. En 85 les Français connaissaient pas Calvin Klein donc c'était Pierre Cardin. Bah parce qu'en fait du coup dans le film de mémoire c'est juste qu'elle voit la marque de son sous-vêtement et elle pense que c'est qu'elle a mis son nom comme un gros mégalo quoi. C'est écrit partout sur vos sous-vêtements. Calvin Klein. Mais du coup c'est assez marrant de savoir parce que vous aviez pas votre nom sur vos sous-vêtements étant gamin. Vous avez pas fait de colonie de vacances. Si mais avec une petite étiquette blanche avec des lettres rouges voilà, que tu mets bien sur l'étiquette quoi. La même que sur ta blouse à l'école. C'est ça. Alors pour ceux qui n'ont pas connu la blouse. Mais ça j'ai trouvé ça marrant qu'ils soient allés jusqu'au détail de dire on va adapter le surnom parce qu'ils auraient pu en garder qu'un et ça aurait été Calvin Klein. C'est la différence entre la traduction et l'adaptation. Et c'est aussi, tu adaptes à ton public pour qu'ils comprennent. Faut comprendre un truc, c'est que le doublage dans les années 80 n'est pas la même chose. C'est pas autant organisé par les studios qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, les studios auraient tendance à te dire je veux une uniformité entre les pays, etc. Surtout dans un contexte de mondialisation où tu connais des marques comme Calvin Klein. À l'époque, c'était beaucoup moins le cas. Chaque pays, en particulier la France, où on est meilleur que les autres, mais chaque pays avait pour mission d'adapter localement. Carrément. Du coup, je voulais vous parler de Michel Jonas 1985 avec alors deux choses. Son album, on va dire, qui a fait la différence, Uni vers l'Uni. Alors, du coup, Michel Jonas, je vais un peu récapituler un peu son histoire et qui c'est, parce que en fait, le truc, c'est que Michel Jonas, comparé à beaucoup d'autres artistes de variété française, c'est quand même quelqu'un qui est pas spécialement connu du grand public, en fait. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on en connaît plein dans la variété. Tout le monde est capable je pense, de citer du Claude François, tout le monde est capable de citer une Dalida, machin. En fait, c'est des trucs qui traversent les âges. Maintenant, Michel Jonas, c'est un peu le résumé du coup, un peu de sa vie, c'est que c'est quelqu'un qui a eu un impact quand même sur la variété française, mais qui est méconnu finalement des générations suivantes. Donc en fait, Michel Jonas, c'est de base un artiste qui est vraiment reconnu pour arriver à mélanger vraiment des genres musicaux. Lui, il a une vraie prédominance au jazz et il va mélanger ça justement avec de la pop et de la chanson française. Donc déjà pour l'époque, c'est des paris qui sont entre guillemets un peu risqués puisque on se remet dans les époques donc 70-80, le jazz à proprement parler, on était déjà dans une époque où on était plus quand même variétoche, disco et tout, et rock. Et le jazz, c'était déjà pas un style grand public à l'époque. Peu de monde était capable de citer du jazz, et s'ils arrivaient à citer du jazz, ils allaient parler de Sinatra, qui est pas encore du jazz à proprement parler. Donc voilà. Michel Jonas, déjà, il arrive avec ce postulat-là. Donc maintenant, pourquoi je prends cet album Univers l'Uni, ouais. La première chose, c'est que c'est vraiment l'album qui va vraiment le faire exploser auprès du grand public. Et après, le succès de cet album, il est pas dû à n'importe quoi, parce que il va être extrêmement bien entouré. Notamment, on va avoir Manu Katché qu'on a vu dans La Nouvelle Star. Mais voilà, Manu Katché, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu dans La Nouvelle Star, qui connaissent pas du tout sa carrière, mais il faut savoir que Manu Katché, c'est un monstre en tant que batteur à l'époque, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement reconnu dans le métier. Il va être aussi accompagné de Jean-Yves D'Angelo et Camille Rustam. Donc du coup, je vais vous parler un peu plus de ces mecs-là par la suite. Et donc en fait, bien que dans les années 70, Michel Jonas, c'est déjà une valeur sûre en fait de la variété française, ça reste une valeur sûre, et ben en fait il n'a pas encore eu ce succès qui le fait exploser. Donc pourquoi ça marchait ? Parce que déjà au niveau de son entourage, il va avoir donc Camille Rustam. Donc Camille Rustam, c'est un guitariste de studio, et c'est en France, dans les années 80, l'un des plus demandés. C'est un peu le mec à avoir sur son album si on veut que ça marche. On va le retrouver sur du Serge Gainsbourg, on va le retrouver avec Charles Aznavour, on va le retrouver avec Céline Dion, on va le retrouver avec MC Solar, donc c'est quelqu'un qui est hyper polyvalent. Et à l'international, il va bosser avec Peter Gabriel, il va bosser avec Cher, il va bosser avec Youssou N'Dour, il va bosser avec Snoop Dogg. Donc ce mec-là, en fait, c'est une énorme boîte à outils et il arrive à faire plein de trucs, quoi. Donc lui, ça va être le premier de cette équipe des 4 Fantastiques, en fait, qui a formé l'album Univers l'Uni. Le deuxième, Jean-Yves D'Angelo, c'est pareil, c'est également un artiste studio. C'est un artiste qui va avoir bossé avec quasiment tout le monde dans la variété française, hein. On va voir Patrick Burette, Julien Clerc, Florent Pagny, enfin il a pareil, hein, c'est quelqu'un qui est hyper demandé et c'est quelqu'un qui a commencé en tant que musicien studio reconnu très tôt, à 18 ans. Donc entre 85 et 88, en fait, il va notamment faire partie d'un groupe qui va s'appeler Préface et où il va être avec Manu Katché, du coup, et notre ami Camille Rustam dont on a parlé. Donc en fait, cet album, pourquoi il marche, c'est parce qu'en fait Michel Jonas s'est entouré d'un groupe qui jouait déjà ensemble et un groupe de gens super talentueux. Donc, le dernier de la line-up, donc Manu Katché, pareil, alors c'est un mec, nous, comme je vous dis, on l'a vu dans La Nouvelle Star, donc c'est pas quelqu'un qu'on a l'impression qu'est excellent parce que la Nouvelle Star,
mine de rien, peu importe le jury, il y avait ce côté un peu télévision qui fait qu'on avait tendance à sous-estimer les musiciens. Donc après, à cette époque-là, il y avait Manu Katché, il y avait Dovatia qui était un des plus gros producteurs de comédie musicale, qui est aussi un mec qui a énormément de nez pour ça. Maria James qui est reconnue pour ses qualités de chanteuse. Alors, elle a jamais trouvé peut-être le truc pour faire sa carrière de chanteuse d'elle-même et exploser, mais par contre, elle a des qualités d'enseignement qui sont monstrueux. Et derrière, on a André Manoukian. André Manoukian, voilà, c'est un pianiste vraiment génial. Il a l'oreille musicale, donc. Mais ce line-up, il est un peu sous-estimé. Et Manu Katché aussi. Et pourtant, Manu Katché, en France, il va bosser avec Louis Bertignac, Jean-Jacques Goldman, ce qui est déjà pas mal, mais c'est surtout à l'étranger, parce que nous, en France, c'est impressionnant, mais à l'étranger, il a vraiment un CV monstrueux. Il va bosser avec Marcus Miller, il va bosser avec Dire Straits, il va bosser avec les Gypsy Kings, enfin, il va bosser avec Peter Gabriel, qu'on a déjà vu, il va bosser avec Sting, Tears for Fears. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui, à l'étranger, enfin, ne serait-ce que. Bon, moi, je pense que ce qu'il faut écouter, c'est notamment son travail avec Tracy Chapman, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a un CV énorme. Et en plus de ça, notamment, il va bosser avec Richard White, dont on a parlé dans les Pink Floyd un peu plus tôt, donc c'est quelqu'un qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc là, une fois qu'on a nos 4 fantastiques et qu'on a cet album Univers l'Uni, si on parle de cet album, c'est un énorme succès commercial. Il est certifié disque d'or dans un premier temps, puis disque de platine. Donc il faut se remettre à l'époque. À l'époque, disque d'or, c'est 100 000 exemplaires vendus. Il n'y a pas de streaming. Disque de platine, c'est 700 000. C'est vraiment énorme. Et ensuite, la consécration, et pourquoi j'ai pris cet album-là en 85, c'est qu'on arrive au 9e album. Michel Jonas est reconnu dans la variété française, mais il n'a jamais fait de percée extraordinaire. Et là, cette année-là, première année des victoires de la musique, en 1995, il va avoir 6 nominations et il va avoir 3 récompenses. Il va avoir le meilleur interprète pour la chanson La Boîte de Jazz, dont je vais parler un peu après. Il va avoir la récompense de la meilleure réalisation d'album. Il va aussi avoir la récompense des meilleurs musiciens arrangeurs, donc avec ses 3 compères. Donc, victoire de la musique 85 au Moulin Rouge, c'est une énorme consécration pour Michel Jonas parce qu'on est au 9e album. Il faut se rendre compte que c'est quand même super tard pour quelqu'un à qui tout le monde dit c'est génial ce que tu fais, et pour l'instant le public il te suit pas, quoi. Et en fait, il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, la même année, en fait, il y a du gros concurrent. Il y a du gros concurrent sur les victoires de la musique. Il y a Jean-Jacques Goldman, Je marche seul, donc qui vont parler à énormément de monde. C'est l'année où on va avoir également du Cookie Dingler, on va avoir Gold. On va vraiment avoir une line-up d'artistes en fait et de musique qui vont vraiment rendre la concurrence très très dure. Donc à partir de là, ce qui va vraiment faire la différence en fait dans le cas de cet album Uni pour l'Uni, c'est La Boîte de Jazz. Donc La Boîte de Jazz, c'est un des titres de cet album Uni pour l'Uni, et en fait c'est un hymne au jazz au sens large. Donc un hymne au jazz au sens large, pourquoi ? Parce que déjà c'est un titre qui va faire énormément de name dropping. C'est-à-dire que Michel Jonas c'est un jazzman, et en fait quand il est arrivé là-dessus, il s'est dit le jazz c'est une niche, je vais en faire une musique où je vais parler de tous les mecs et peut-être que ça va plus devenir une niche. Et donc du coup il va citer notamment 12 artistes dans cette musique, dont Duke Ellington, Miles Davis, enfin il cite quasiment tout le gratin du jazz. Et en fait c'est ce titre-là donc qui va lui avoir le trophée de la chanson originale de l'année. Et à partir de là, en fait ce qui jusqu'à maintenant était c'est un artiste génial mais qui n'a pas la reconnaissance, en 85 avec ses victoires de musique, avec cet album il a la reconnaissance. Et donc c'est pour ça que je voulais parler spécialement de cet album et de Michel Jonas pour cette année, parce que c'est à partir de là où on le rentre vraiment dans les grands de la variété française. Il a atteint le stade, on peut mettre Michel Jonas sur la carte avec Goldman, avec Clo-Clo, avec tout le monde, quoi. Et donc voilà. Après, je sais pas si c'est un album que vous avez écouté, ou en tout cas vous avez déjà écouté La Boîte de Jazz. Enfin, en tout cas, si pour vous c'est un classique intemporel, parce que actuellement La Boîte de Jazz c'est considéré comme les classiques intemporels de la variété, quoi. Oui, effectivement. C'est vrai. Après, moi, j'ai écouté l'album. Je connaissais la chanson La Boîte de Jazz. J'ai un problème avec la voix de Michel Jonas de manière générale. Donc, je n'accrocherai pas de toutes les façons. Néanmoins, ça sonne assez bien. La Boîte de Jazz, ça joue, quoi, effectivement. L'album après m'a pas laissé un grand souvenir, mais effectivement c'est un gros tube, ça y a rien à dire. Effectivement sur le personnel y a rien à dire, les mecs sont assez monstrueux, ça faut avouer. C'est marrant parce que tu disais que personne savait qui c'était, mais récemment il s'est fait interviewer comme étant un petit vieux à la pompe en pleine période de pénurie d'essence. Bref, c'est pour dire qu'il est retombé dans l'oubli aussi auprès de la jeune génération. Mais c'est quand même un mec qui a une carrière, mine de rien, parce qu'avant ça il avait quand même déjà des tubes, je vais te dire que je t'attends, dites-moi, où il avait écrit pour Force Hardy pas mal de chansons. T'as parlé pas mal de Manu Katché.
Et ça m'est revenu. J'ai phasé pendant un bon moment sur Manu Katché, notamment sur le groupe Préface que tu as cité. L'album ou le single, je crois, de Palace Hotel, qui est absolument incroyable. Il faut absolument écouter ça. Franchement, quand on remet dans l'époque, donc c'est 86, je trouve ça vraiment incroyable que des trucs comme ça ont existé. Et je connaissais pas du tout l'histoire de Manu Katché. Et là, ce groupe-là, avec Jean-Yves D'Angelo, est absolument incroyable. Ils ont produit vraiment des trucs très 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 solides, quoi. Et Michel Jonas, je pense qu'il faut que j'écoute absolument. Ah bah c'est sûr que c'est une légende. C'est la légende. Enfin, c'est vraiment une légende. Enfin, la question que je me pose, c'est puisqu'ils étaient si demandés, comment il a fait pour les avoir? C'est ça le truc. Bah, le truc, c'est que je pense qu'en France, à cette époque-là, dans les années 80, moi je pense que les musiciens de grand talent attiraient les musiciens de grand talent entre eux. C'est, pour moi, surtout dans la variété, il y avait ce truc-là, parce qu'il faut savoir que nos musiciens de grand talent à cette époque, pour beaucoup, ils jouaient beaucoup avec des étrangers. Mais pourquoi ils jouaient avec des étrangers? Bon, parce qu'ils étaient demandés, parce qu'ils étaient reconnus pour ça, mais parce qu'aussi, même sur la scène française, il y en avait, mais la France, ça reste un petit pays, et tu ne trouves pas toujours ton équivalent musical en France. Donc je pense que sur ce truc-là, le postulat de ce groupe Préface qui est là, ils sont déjà 3. Alors je ne saurais pas te dire comment la connexion s'est faite avec Michel Jonas, mais Michel Jonas avait déjà sa réputation d'être quand même un sacré jazzman. Et je pense que on va dire que les bons s'attirent, quoi. Moi, il y a un truc qui m'étonne un peu dans ce que tu dis, c'est l'idée sur laquelle les gens ne sauraient pas ce qu'est le jazz ou qui sont les jazzmen, dans la mesure où la France reste un pays de jazz. Si tu prends un type comme Nougaro, qui s'est fait connaître en faisant des chansons jazzy, un mec comme Sacha Distel aussi, la France qui a accueilli beaucoup de jazzmen dans les années 50. Alors peut-être que dans le contexte des années 80, oui, le jazz voulait plus dire grand-chose. Ça, c'est possible à ce moment-là. Tu prends même des légendes comme Miles Davis, à ce moment-là, il faisait de la fusion, il faisait beaucoup de trucs électroniques, etc. Mais oui, peut-être que oui, dans le contexte des années 80, les gens savaient plus ce que c'était, ça c'est possible. Et après, il y a aussi le fait que les années 80, chaque décennie a son genre majoritaire. Les années 80, alors le jazz a eu sa grande époque, les années 50 pour le jazz c'est incroyable, mais en 80, on n'y est plus. En 80, on écoute du rock, beaucoup de rock, et du coup, quand tu es un ado, un jeune ou un trentenaire dans les années 80, t'as entendu un peu de jazz dans ton adolescence, enfin dans ton enfance, puis t'as écouté beaucoup de rock ou de disco derrière. Et en fait, c'est ça qui va te marquer. Donc, le jazz reste unique. Enfin, il suffit de voir le nombre de clubs de jazz parisiens dans les années 80, il n'y en a pas 18. Et c'est pour ça que je dis que Michel Jonas, avec son jazz, il arrive quand même à une époque, avec cet album-là, où le jazz n'est plus majoritaire. Mais c'est ce qui fait la diff. Ouais. Il aurait sorti ça dans les années 50, je pense qu'il aurait peut-être même pas percé. Et ce qui est intéressant, c'est que je parle de Nougaro, mais Nougaro, dans les années 80, fait un virage pop 80. Ouais. Pas forcément hyper heureux. Ouais. Voilà, on va pas aller plus loin. Carrément. Et ok, écoute, merci Mehdi. Et moi, je vais vous parler d'un film que j'aimerais aimer, mais que j'aime pas tellement, donc c'est quand même curieux d'évoquer ça. Je vais vous parler de Legend de Ridley Scott. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur les années 80, mais il y a un truc, ce qui est bien, c'est qu'en termes de fantasy, on a eu de quoi faire, quoi. Et que ce soit de la fantasy en termes d'un point de vue cinématographique, que ce soit de la fantasy qui flirte avec le public enfantin ou de la fantasy qui flirte avec le public adolescent, on a eu énormément de films, que ce soit l'Histoire sans fin, Dark Crystal, Willow, Labyrinthe, ça plutôt côté gamin ou plutôt côté ado ou jeunes adultes, on va voir des films comme Conan ou Excalibur. Et que Legend en 1985 fait par Ridley Scott, qui sort de 2 gros films de science-fiction, sortent, finalement ça n'a rien d'étonnant. L'histoire du film, c'est tout bêtement un grand méchant qui s'appelle Darkness, qui veut briser l'équilibre du monde dans lequel il vit, équilibre qui est maintenu par les licornes, donc ces magnifiques créatures merveilleuses, et il va lancer ses sbires à la recherche des licornes pour les détruire. Et dans ce même royaume vivent Lily et Jack, Lily qui est donc la princesse du royaume, et Jack un espèce d'homme des bois, un jeune sauvage qui vit un genre d'idylle. L'histoire d'amour est pas très claire dans le film, et je reviendrai d'ailleurs là-dessus plus tard. Et à un moment de faiblesse où Lily va toucher les licornes, les méchants arrivent à s'en emparer. Bon bref, voilà, on est sur une histoire classique où il y a un méchant très méchant, il plonge le monde dans les ténèbres, et il y a le héros qui doit sauver la fille parce que la fille se fait capturer. Déjà là, en vous l'expliquant, vous vous rendez bien compte que l'histoire est foireuse parce que j'ai du mal à la raconter facilement. On est très loin de Retour vers le futur où ça pouvait être résumé en une phrase. Pour le personnage de Jack, on envisage un peu tout le monde, à savoir Johnny Depp, Jim Carrey, Robert Downey Jr. Et c'est finalement Tom Cruise qui est choisi. Tom Cruise, c'est pas encore la méga vedette qu'il est à ce moment-là. Il va exploser l'année suivante dans Top Gun de Tony Scott, le frère de Ridley. On confie le rôle de la princesse à une jeune actrice qui s'appelle Mia Sara, qui après a eu une petite carrière, mais qui depuis s'est retirée du cinéma.
Et surtout, le rôle du grand méchant est attribué à Tim Curry. Tim Curry, que vous connaissez peut-être, parce qu'il a joué Gripsou dans l'adaptation télévisuelle de ça de Stephen King, et il a surtout joué le rôle principal du Rocky Horror Show, donc la comédie musicale, puis de Rocky Horror Picture Show, son adaptation cinématographique. On est quand même sur un film qui se passe majoritairement dans la forêt. La forêt, c'est un décor fauché, c'est-à-dire que c'est littéralement un truc que tu peux faire quand t'as pas d'argent. Mais non, Ridley Scott, il veut tout maîtriser, donc il va faire construire une forêt... qui est con. Et donc, il va s'inspirer de la forêt de séquoia de Yosemite, et il va faire ça sur le plateau 007 des studios de Pinewood. Ils sont le plus gros plateau des studios. Bon, alors, ça c'est bien. On peut commencer le tournage, on commence le tournage, et une semaine après, le plateau brûle. Ah! Et bah, du coup, Ridley Scott va partir dans les jardins des studios de Pinewood. Il va les avoir, ces décors fauchés, finalement. Bon, le décor était tellement gigantesque qu'il y avait même de la vie qui s'était développée dedans, c'est pour vous dire. Alors, néanmoins, tout ne crame pas, c'est essentiellement la forêt qui crame, et il y a d'autres décors qui par ailleurs subsistent. Bon, le tournage reprend. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on parle d'un film de fantasy, et si vous avez vu pas mal de films de cette époque-là, il y a beaucoup de prothèses, il y a beaucoup de créatures humanoïdes qui ont énormément de prothèses, et là il fait appel à une pointure, enfin à un mec qui commence à vraiment se faire un nom, un type qui est nommé Rob Bottin, qui a bossé auparavant sur The Thing de Carpenter. Pour le film, il va développer un nouveau système à base de silicone, ce qui fait que les prothèses sont bien plus crédibles qu'avant. Et le grand méchant, donc Darkness du film, qui est joué par Tim Curry, a besoin d'énormément de prothèses, tellement qu'il faut 5h30 pour les appliquer sur Tim Curry. Il fait ses prises, et après il doit passer 1 heure dans un bain pour faire fondre la colle. Bon, en gros, là, c'est une production qui est ambitieuse, qui est un petit peu... Bon, normalement, ils finissent par s'en sortir, mais surtout, on est censé avoir des arguments solides, des artistes de talent, un truc ambitieux, un Ridley Scott qui est au top. Hein. Là, il sort de Alien et Blade Runner. Le mec est censé savoir de quoi il parle, surtout que Ridley Scott n'est pas un débutant à ce moment-là. Il a deux gros films derrière lui, et il a commencé sa carrière au cinéma assez tard. Donc on est censé être bien. On a des acteurs qui croient dans ce qu'ils font, qui sont talentueux. Et la musique, j'en parlerai plus tard, qui est vachement bien. Donc en fait, tout est bien là. Là, jusque-là, on est confiant. Sauf qu'il manque une histoire. Et là, c'est très problématique. Pour moi, le film est bancal à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est décousu. Il y a beaucoup d'incohérences, de choses qui polluent le propos. On ne sait pas où on va. Il n'y a pas de choses simples, en fait. Il y a un autre problème. C'est qu'il y a un premier montage du film qui sort, il fait 2 heures. En projection test, c'est catastrophique, les gens ne sont pas satisfaits du tout. Il réduit son film à 1h30, et c'est cette version qui sort en Europe, le 28 août 85 chez nous. Mais ça ne marche pas. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est un directeur de studio, qu'un film ne fonctionne pas sur le continent européen, quand on va le sortir aux États-Unis? Il y a 2 choses que tu peux faire. Tu le remontes, et tu changes la musique. Ils vont le remonter et ils vont changer la musique. En gros, pour le public américain qui est moins sophistiqué et un peu plus débile visiblement, ils rendent le film plus dynamique et moins subtil. Alors ils vont exploiter des images inutilisées à droite à gauche, ils vont resserrer le propos pour qu'il y ait moins d'évocation. Et on va surtout faire appel à un groupe allemand nommé Tangerine Dream pour remplacer la musique de Jerry Goldsmith. Et là, pour moi, il y a un vrai crime de lèse-majesté, c'est-à-dire que la musique d'origine, signée Jerry Goldsmith, est très belle. Alors, Jerry Goldsmith, rapidement, c'est déjà à l'époque un patron de la musique de film. C'est-à-dire qu'il a commencé à bosser sur la 4e dimension, puis il a fait La planète des singes, Chinatown, Star Trek le film, etc. Il s'est beaucoup investi dans la musique pour la faire en avance, pour que le film puisse bénéficier sur le plateau de la musique, parce qu'il y a des séquences de danse, des séquences de chant. Il fait ça en 84 en parallèle de la musique de Gremlins, donc le mec se donne vraiment. Jerry Goldsmith, qui est influencé par la musique européenne, se dit qu'il va rendre un hommage vibrant à Ravel dans Legend, et donc il est inspiré par Daphnis et Chloé, avec son ambiance onirique et éthérée, et aussi la valse de Ravel, dont une scène en particulier fait référence. Et donc on fait appel à Tangerine Dream parce que les Américains n'ont pas droit à Jerry Goldsmith, je ne sais pas pourquoi, oui, parce qu'il faut draguer le public adolescent, voilà pourquoi. Sauf que le drame là-dedans, c'est que les Américains aiment la musique de Tangerine Dream. Ils sont persuadés que c'est la seule et unique musique du film qui existe. Ce qui fait que quand ils découvrent la directeur Scott, ils sont outrés. Goldsmith, lui, qui s'était investi comme jamais, est déçu. Il a l'impression d'avoir bossé pour rien, finalement. Tom Cruise regrette que le film soit charcuté, il n'aime pas les montages. Et Ridley Scott finit par avouer des années plus tard qu'il a eu une très mauvaise idée en remplaçant la musique de Jerry Goldsmith par Tangerine Dream. Bon.
Je vous ai dit que le film était ambitieux, qu'il avait tout pour lui, qu'il y a déjà pas mal de problèmes. Et donc, si on ajoute à ça le fait qu'il y a 3 montages du film, le montage européen, le montage américain et le director's cut, on a là un gros classique chez Ridley Scott, c'est-à-dire qu'en gros, on va faire des montages à tort et à travers, et puis après, on va dire en interview à qui veut bien l'entendre, oui, je préfère cette version, non mais c'est celle-ci qu'il faut voir, machin. Le problème, c'est que quand on compare les montages, on s'aperçoit que la caractérisation des personnages même change, en fait, et c'est très problématique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut raconter. En fait, on a l'impression que le film est inachevé parce que les personnages changent d'une version à l'autre ou quoi. De toute façon, le film se viande. Il fait 15 millions de dollars de recettes aux États-Unis pour 25 millions de budget. En France, il fait 765 000 entrées, ce qui est relativement convenable. Et surtout, en fait, ça commence à mettre un stop à la vague de fantasy des années 80. Et ça casse la lancée de Ridley Scott. Il retrouvera le succès que 6 ans après avec Thelma et Louise. Et il y a beaucoup de gens qui se branlent sur l'histoire de Legend en disant oui, c'est la perte de l'innocence, le truc, le machin. Moi, je pense qu'ils cherchent à surinterpréter. Il y en a qui veulent y voir une relecture d'Adam et Ève. Bon, invoquer des références bibliques dans une œuvre occidentale, ouais, ok, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais bon, d'accord. Le personnage de Lily, que certains voient qu'une princesse virginale et pure, non, c'est pas la bonne version du personnage. La nana a toujours été espiègle et autonome, et au moment où elle se fait séduire par le méchant des ténèbres, elle cède à la tentation parce que c'est quelque chose qu'elle a en elle. Donc au bout d'un moment, je pense que les gens voient mal le film, je sais pas, ou bien ma vision que j'ai et la vision qu'ont les gens prouve que le film est raté. Pour moi, je voudrais juste parler d'un élément qui est le meilleur élément du film, c'est donc qu'il y a une séquence où Darkness va séduire la jeune princesse Lily, et ce faisant, il utilise une robe qui danse toute seule pour l'emmener vers le côté obscur. Et là, c'est très très beau, c'est très bien mis en scène. Il y a de la chorégraphie, la robe et la princesse dansent ensemble. Elle finit par la mettre dans un tourbillon de danse, et la musique, donc très belle, de Jerry Goldsmith, qui fait référence à la valse de Ravel, et tout ça est très 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 beau. Et on se dit, en regardant la séquence, on se dit, waouh, si tout le film avait été comme ça aurait été chiant, mais c'est pas ça. Donc en fait, tout ce que je vous ai expliqué, c'est à dire une seule chose. J'ai envie d'aimer ce film, tout est balisé pour me plaire, et il souffre en fait de tous les défauts que j'ai cités. Alors, je pense que vous pouvez le regarder si vous avez envie, parce qu'il n'a pas forcément vieilli, mais je pense que je ne vous l'ai pas très bien vendu. Voilà. C'était Legend de Ridley Scott. Merci. Moi, j'ai pas vu le film. Et à t'entendre parler, j'ai tellement envie de regarder la cut pour les USA. Non, tu vas rire. Hein. Parce que je crois qu'en 85 Tangerine Dream, c'est vraiment l'époque où c'est vraiment très ambiante, que des synthés partout. Voilà, je connais assez peu Ridley Scott. Je connais son travail dans les films d'horreur un peu, mais voilà. Je trouve ça très, très, très cool ce que tu as raconté. Bah merci. Disons que c'est super bien mis en image, comme il sait faire, parce que les décors, c'est souvent son point fort. Hein. Mais à part ça, c'est foireux. Quoi. Le film est foireux, en fait. C'est ça le problème. Moi, j'ai découvert il y a quelques mois, et je trouve qu'effectivement, à part les décors, comme tu te dis, il y a un côté un peu kitsch qui ressort, où dans l'imagerie, tu as l'impression des fois d'être devant Hook, mais tu te dis que Hook a mieux vieilli et fait un peu moins ridicule aujourd'hui, effectivement. Le film a, comme tu dis, plein de défauts. La scène de la robe, effectivement, avec la danse, est superbe. Je suis content de t'en aies parlé parce que celle-là, elle m'a marqué vraiment. Et c'est là où je me suis dit, j'étais pas totalement d'accord avec toi sur le fait que la princesse, elle avait toujours ce côté en elle, parce qu'on voit vraiment que la robe prend possession d'elle et qu'à ce moment-là, elle est plus vraiment maître d'elle-même, en fait, la princesse. Ça dure une demi-seconde. Attends. Ouais, mais tu vois qu'une fois que la robe prend le contrôle d'elle, en fait, c'est plus vraiment totalement elle qui parle. On regardera la scène ensemble et je t'expliquerai plan par plan pourquoi la lecture de la perte de l'innocence est complètement foireuse à mon sens. Non, je te parle pas d'une perte complète de l'innocence. C'est vrai que comme tu dis au début, elle est espiègle et tout. Et puis même quand elle arrive chez les paysans, qu'on voit au début, tu vois que elle a 15 ans, la paysanne elle en a le double, le triple, et c'est elle qui mène la conversation, c'est elle qui obtient ce qu'elle veut à la fin. Oui, elle obtient ce qu'elle veut. Voilà. Et à partir du moment où elle se fait séduire par Darkness, elle comprend qu'elle aura pas ce qu'elle veut, qu'elle sera pas maîtresse de la situation. Ouais. C'est pour ça qu'elle a peur finalement. Alors que quand une robe de tentation se présente à elle, elle la prend juste parce qu'il y a quelque chose à prendre, c'est tout finalement. Et t'as ce passage aussi où quand tu vois Tim Curry pour la première fois, tu te dis c'est Tim Curry ? Parce qu'il ressemble pas du tout à Tim Curry. Le maquillage était vraiment super, ouais. Quoi. Et puis il est magnétique dans le film, faut dire ce qui est. Bah, Legend, il vaut quand même le coup d'œil, ne serait-ce que pour l'héritage qu'il a eu, parce que, alors, il y en a qui disent que c'est une rumeur, d'autres que non, machin. Shigeru Miyamoto, il a affirmé s'être inspiré notamment de ça, mais aussi du Seigneur des Anneaux et de Peter Pan pour faire Zelda. Par contre, en 85, c'est Mario Bros qui est sorti, Super Mario Bros, plus exactement, pardon. Donc par Shigeru Miyamoto, et développé par le studio Nintendo R&D4, à qui on donne notamment les Zelda, donc tous les titres flagship de la console, Star Fox, Metroid, tout ça, c'était R&D4.
Du coup, donc Super Mario Bros, par contre avec Mario Bros, qui était un jeu d'arcade sorti l'année d'avant. Super Mario Bros, du coup, c'est un jeu qui est composé de 8 mondes, avec chacun 4 tableaux en fait. Le but étant de se déplacer en scrolling horizontal de la gauche du niveau vers la droite pour partir à la recherche de Peach qui a été enlevé par l'infâme Bowser, le roi des Koopas, donc le scénario classique vu et revu du chevalier qui a sauvé la princesse, comme dans Legend. Et donc au cours de l'aventure de Mario, du coup, il va rencontrer tout plein d'ennemis différents, les Goombas, donc grosso merdo une tête avec 2 gros joues et 2 grosses pattes, les Koopas, donc les espèces de tortues, les Bullet Bill qui sont littéralement des boulets de canon avec des yeux, les Lekitu qui sont des espèces de bestioles dans des nuages qui jettent des trucs, et chacune de ces bestiaux a des attaques différentes, un comportement différent qui offre des possibilités de gameplay différentes, et ce qui était déjà assez un exploit pour la taille des cartouches à l'époque de la NES, qui est limitée à 32 kilooctets. Pour vous donner un ordre d'idée, vous prenez une image en PNG, donc assez simple au niveau de l'encodage, de 320 par 241 pixels, ça fait 107 kilooctets. Donc voilà, vous avez moins un truc plus petit que votre fond d'écran dans lequel il faut faire tenir un jeu vidéo. Du coup, Mario il va récupérer des power-ups qui, un peu comme dans les jeux de shoot qu'on voyait beaucoup à l'époque, type Gradius, R-Type, qui vont modifier son apparence, mais aussi donc du coup ses capacités et sa façon d'interagir avec l'environnement. Donc il y a notamment le mythique Super Champi qui va d'une part le faire grandir et donc lui donner un point de vie supplémentaire. Il y a la fleur de feu qui va lui donner encore un PV de plus, mais il lui donne la capacité de lancer des boules de feu et donc d'attaquer ses ennemis à distance en étant en sécurité. Et peut-être le plus connu de tous, à part le Super Champi, la Super Étoile qui le rend invincible pour une courte durée et qui l'accompagne d'un thème musical assez particulier. Voilà pour les power-ups. Donc du coup Mario il se fait 4 niveaux, il saute au-dessus depuis de l'avant-fusion, il esquive des boules de feu sur son chemin et il affronte enfin Bowser. Puis une fois qu'il l'a battu, il arrive à la salle où se trouve Peach pour lui dire bah viens, je te ramène chez toi dans ton château. Sauf que les retrouvailles elles tournent au vinaigre quand il se rend compte que le travail n'est pas fini, puisqu'en fait c'est un Toad qui retrouve, donc un habitant du royaume champignon, qui lui dit sorry but our princess is in another castle, donc bah désolé mais la princesse elle est pas là, faut que tu ailles te faire un autre château. Donc rebelote, Mario se retape 4 niveaux, va re-sauter au puits de l'avant-fusion et esquiver encore des boules de feu pour réaffronter Bowser, pour finalement se rendre compte qu'à la fin du deuxième château, bah c'est encore un Toad et que la princesse elle est toujours pas là mais bien dans un autre château. Comme quoi le comique de répétition ça ne se limite pas qu'au théâtre. Donc c'est qu'à la fin du 8e monde et donc du 8e château, après s'être bouffé par moins de 32 niveaux, en passant par des souterrains, des niveaux en altitude dans les montagnes, des sous-marins et des châteaux, que Mario libère enfin la princesse qui nous dit ah bah merci de m'avoir libéré, et si tu veux, tu peux recommencer le jeu à zéro, mais en plus dur. Voilà. Donc moi pourquoi j'ai aimé ce jeu, bah déjà c'est le tout premier titre où tu contrôles, enfin c'est pas le premier titre où tu contrôles Mario, par contre c'est le premier titre de la série principale des jeux Super Mario, qui va devenir une des séries les plus emblématiques de Nintendo avec Zelda. Série qu'on retrouve toujours aujourd'hui avec Super Mario Odyssey, et qui compte aussi l'excellent Super Mario 64 qui a marqué tous les gens qui ont mon âge et qui ont une 64. En fait, que ce soit pour des films, des livres ou des jeux vidéo, en fait, le premier épisode, il donnera toujours le ton global et la direction que les suivants vont prendre, en fait. Et Super Mario Bros, c'est le jeu qui va t'apprendre ce que c'est le jeu vidéo, et ça, quelle que soit votre expérience dans le domaine, en fait. C'est-à-dire que si c'est ton premier jeu, que t'as jamais joué à un jeu vidéo avant, en fait tu vas instinctivement comprendre que bah, tel ennemi, genre les Goombas, ça se bat parce que tu lui sautes dessus, de par sa forme, de par les contrôles que t'as eu avant. Tu vas te dire que tel ennemi bah, il se bat comme ça, tel objet te permet de faire telle chose, et ce qui est un truc de fou en fait, c'est que le jeu ne comprend aucune phase de tutoriel. Aujourd'hui, vous achetez un jeu sur PS5, tout ça machin, vous avez une phase qui dure 15-20 minutes de tutoriel pour te dire si tu appuies sur B, tu vas pouvoir faire ça. Si tu fais X, tu vas faire ça. Et pour tuer tel ennemi, il faut que tu fasses de telle façon. Super Mario, il n'y a pas ça. Il y avait à peine 2 pages de manuel qui vous disaient appuyez sur A pour sauter, quoi. Et du coup, en fait, dans la première minute de jeu, même sans avoir lu manuel, tu sais déjà ce que tu peux faire, parce que le jeu te laisse de l'espace au début pour expérimenter les touches, et naturellement en fait tu vas aller sauter pour essayer de comprendre ce que font les blocs, et tu vas découvrir ce qui se passe derrière, et donc tu as complètement le temps en fait de réfléchir, de tester et d'expérimenter avant de tomber dans le grand bain. Et du coup, si tu découvres le jeu aujourd'hui avec déjà plusieurs jeux derrière toi, en fait tu vas te rendre compte que c'est peut-être pas le premier jeu de l'histoire, mais c'est quand même lui le grand frère dont tout le monde s'inspire tellement il pose les bases du genre, et il donne l'exemple à tout un tas de jeux derrière lui, en fait à plus d'une centaine de jeux. Et d'ailleurs quand le jeu sort, personne ne s'y trompe, le jeu devient très vite culte, plus de 40 millions d'exemplaires vendus, ce qui en fait le 9e jeu le plus vendu de tous les temps, mais aussi toutes les excellentes notes qu'il a reçues. D'ailleurs le jeu se retrouve souvent dans le peloton de tête des meilleurs classements de jeux vidéo de tous les temps, tout support confondu. Pour quelqu'un qui a le recul pour avoir soit joué à l'époque, ou en tout cas pas juste joué à la dernière génération de jeux vidéo, et qui a la curiosité d'y aller, le jeu, il ressort, on le revoit en fait. Comme d'autres jeux de Mario d'ailleurs. Pareil, c'est un des jeux les plus speedrunnés du monde. Si vous allez sur les communautés de speedrunners, vous avez plusieurs jeux Mario qui sont dedans en fait, dans
dans les speedruns. Donc du coup ça c'est pour l'héritage de Mario, parce que c'est aussi grâce à lui que Shigeru Miyamoto est devenu une superstar du jeu vidéo, qu'il est devenu chevalier de l'ordre des arts et lettres, et qu'il a pu avoir son propre partie dans un parc d'attractions. C'est aussi le jeu qui a sauvé Nintendo et presque le jeu vidéo en général à cause du krach boursier qu'il y avait eu en 83. Merci Atari, merci E.T. Et Mario, c'est aussi quand même plus de 200 jeux vidéo dans lesquels il apparaît. Alors pas de la série principale évidemment, hein. Des fois des apparitions très anecdotiques, des fois des apparitions de personnages centrales, mais des jeux dérivés type jeux de sport, jeux de baston, Mario Party, les party games, tout ça. Et c'est aussi, chose qui moi personnellement me plaît beaucoup, mais qui est un pari risqué pour Nintendo, c'est les Super Mario Maker, les 1 et 2, où en fait les joueurs peuvent se lancer dans le game design et exprimer leur créativité avec un outil qui est hyper simple pour créer en fait ses propres niveaux et ses propres mondes de Super Mario, et pouvoir les faire tester à la terre entière en fait en les partageant en ligne avec un outil qui est prévu par le jeu en fait. Moi quand j'étais petit, je voulais, comme beaucoup de gamins de mon âge je suppose, créer des jeux vidéo, et j'étais toujours refait quand je voyais un jeu vidéo qui incluait un éditeur de niveau ou un éditeur à plus grande échelle. Je pense notamment à des trucs genre Neverwinter Nights, qui est un jeu vidéo de Donjons et Dragons, qui inclut le Aurora Toolset, où tu peux créer toute ta campagne de Donjons et Dragons dedans. Et je me dis, alors Mario, le scope est plus réduit, mais putain, qu'est-ce que ça fait plaisir en fait de créer son propre niveau de Mario, quoi. Et là en fait c'est un jeu entier, c'est un éditeur de niveau, c'est pas juste un petit bonus pas très bien branlé par les équipes techniques qui ont mis un packaging pour dire regardez, on vous a inclus un bonus, quoi. Donc moi pour terminer, je dirais que Super Mario Bros pardon, c'est un peu alors je vais peut-être en faire grincer certains, mais la guerre des étoiles du jeu vidéo. C'est une œuvre qui a largement dépassé son créateur. C'est pas le premier du genre, c'est pas le dernier des licences. Oui, on a fait mieux après lui, mais s'il était pas là en fait, il y a rien qui serait pareil dans le monde du jeu vidéo pour Mario ou dans le cinéma pour Star Wars. Je pense que Super Mario Bros, je l'ai jamais fini. C'est trop dur. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais. C'est super dur. Je veux dire, c'est pas friendly. Comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui ont aimé ce jeu alors que c'est un jeu vraiment très très difficile, quoi. C'est pas que c'est pas friendly, parce qu'au début le jeu est friendly, c'est juste qu'en fait c'est un héritier des titres d'arcade en fait, où les mecs ils grindaient, parce que à l'époque tout le monde n'avait pas forcément des consoles à la maison, les mecs ils allaient en salle d'arcade, ça coûtait $1, un quarter, je sais pas combien ça coûtait, et tu grindais et t'avais l'habitude des jeux durs, parce que en fait les éditeurs de jeux vidéo ils disaient ouais, mais si on veut qu'en fait que les gens y restent et qu'ils dépensent leur thune, faut que ce soit dur, faut pas qu'ils arrivent au bout en 5 minutes en fait. Donc il y a une courbe de progression, une courbe de difficulté qui augmente assez rapidement, mais les premiers niveaux sont assez durs. Faut te dire que si à l'époque les jeunesses, quand t'étais gosse, tu finissais jamais un jeu vidéo. Je sais pas combien de jeux vidéo t'as fini quand t'étais petit toi, mais moi j'ai retrouvé ma Game Boy il y a pas longtemps quand j'ai déménagé, j'ai fait, j'avais 6-7 jeux, j'ai pas fini. Ah non, j'ai pas fini, j'en ai fini aucun en fait. Ouais, je te parle de Mario Bros, mon premier jeu vidéo c'est Rayman 1. Et c'est exactement le même problème en 10 fois pire. C'est encore beaucoup plus dur, Rayman. Je sais pas ce qu'ils ont. Enfin, je comprends pas pourquoi les jeux sont aussi difficiles, mais notamment Super Mario Bros à l'époque. Alors, j'entends ton histoire d'arcade, mais en effet, on l'a tous à la maison, la NES, et on a envie de passer un bon moment. Et moi, je suis toujours étonné de voir la rejouabilité. Il y a beaucoup de gens qui refont Super Mario Bros qui sont pas forcément des speedrunners, et pourtant je pense que comme les Goonies en fait, il y a le côté bonbon, il y a le côté c'était le premier jeu vidéo pour plein de gens en fait. Non, moi ce que je trouve fou avec ce jeu, c'est qu'il contient déjà tout Mario quasiment. Ouais. Il manque que la 3D. Non, il y a 2 ou 3, le concept de monde arrive un peu plus tard, je sais plus dans lequel. Dans le suivant sur Super NES, ouais, mais non, même, en fait, c'est juste même sur NES, c'est ton overworld que t'as dans le suivant en fait, mais t'as déjà les mondes. Et c'est hallucinant. Pour moi, le seul défaut de ce jeu, c'est que t'as pas de retour en arrière possible. Ouais, c'est vrai que prendre un mur quand ton scrolling avance, il recule pas. Mais sinon, non, il est solide. Enfin, j'étais impressionné de voir qu'après tout ce temps, il était aussi solide. J'avoue que moi non plus, je l'avais pas fini, hein, soyons honnêtes. J'ai dû regarder un run. Mais je crois qu'à juste un run standard pour voir, mais non, vachement bien. Mais à l'époque, personne l'a fini. Et de toute façon, quand t'étais gosse, tu finissais pas tes jeux, parce que le temps que t'arrivais, déjà, tu pouvais jouer une demi-heure par jour. Et puis le temps que t'arrivais au bout de là, faut savoir qu'en plus qu'il y avait pas de pile de sauvegarde. La première pile de sauvegarde, c'est avec Zelda l'année suivante en fait. Donc dès que t'éteignais ou que t'avais une coupure de courant ou que ta mère débranchait la console parce qu'elle fallait passer l'aspirateur, oui, histoire vécue, fallait que tu recommences à zéro, quoi. Je vais terminer avec cet album incroyable de Tears for Fears, qui est Song from the Beecher. Ouais, c'est un des exemples parfaits pour moi de la Britpop des années 80. Je suis particulièrement attaché parce que de toute façon, je m'écoute Shout au moins une fois par mois, et quand c'est une fois, ça dure plusieurs jours, quoi.
Ça a beaucoup d'influence pour moi et je crois que cet album c'est une influence majeure sur la pop et c'est assez peu connu aujourd'hui, pour ceux qui ne s'intéressent pas à la pop anglaise en tout cas. Et je pouvais pas passer à côté. Juste pour remettre dans le contexte, Tears for Fears, c'est un groupe de 2 Anglais qui ont été fortement inspirés par des travaux sur la psychologie, sur la théorie primale, et la thérapie primale, qui supporte une théorie que les problèmes psychologiques sont causés par des émotions et des sentiments enfuis. Tears for Fears, c'est un jeu de mots avec le fait que quand tu es enfant, tu vas pleurer parce que tu refoules tes émotions, ce genre de choses. Et donc ce duo, qui est composé donc de Roland Orzabal et Kurt Smith, il a sorti un premier album en 83 qui était encore bien New Wave, hein. À l'époque c'était New Wave, etc. Et ça reste assez New Wave, je pense, dans l'idée, cet album-là de 85. Mais ils sont passés au rang de superstars avec cet album. Ils parlent notamment du coup de la puissance de l'esprit, des aspects psychologiques de la vie. Et c'est intéressant aussi à remettre dans le contexte politique, puisque en Angleterre, les années 70 ont été difficiles pour la jeunesse, avec donc le chômage, le mouvement punk, du coup ils n'ont plus aucune musique de bien pendant 10 ans, la rébellion dans les rues, etc. Bref, cet album est sorti le 15 février en 85, donc chez Phonogram Records. Il a tout explosé, 2e du Billboard, il est resté toute l'année sur le Billboard. Il y a 8 chansons, dont 6 singles, et ça les a propulsés comme le plus grand groupe du monde à l'époque. Pendant le court instant où ils étaient numéro 2 et l'un des meilleurs albums pop des années 80, notamment connu pour donc Everybody Wants to Rule the World, qui était numéro 1 des 2 côtés de l'Atlantique. C'est une chanson qui a été taillée pour remplir les stades. Je peux reparler rapidement de Shout, mais c'est un des titres pop les plus repris au monde. Le clip de Shout est absolument dément et typique de ce qu'on faisait en music vidéo dans les années 80. On sent la maîtrise complète de la production. Moi, quand j'entends les breaks à la guitare qui durent 1 minute et demie à la fin de la chanson, qui reprennent la mélodie, c'est vraiment les types de breakdown à la King Crimson qui sont tout simplement incroyables. Une particularité incroyable aussi dans cet album, c'est l'agencement des derniers titres. La 6e piste, Broken, est suivie par Head Over Heels. Head Over Heels, qui est une chanson aussi absolument incroyable, faut que vous écoutiez ça, et qui se termine elle-même par une reprise un peu live de Broken. Donc on a la reprise du 6e titre dans la 7e, et c'est un choix assez innovant pour l'époque. Musicalement parlant, c'est au niveau de la production, c'est beaucoup de Lindrum. J'ai un t-shirt Lindrum sur moi aujourd'hui pour rappeler ce qu'ils faisaient en studio, beaucoup de boîtes à rythme et beaucoup de synthé, des Jupiter 8 pour les connaisseurs. Une énorme inspiration du coup New Wave, comme je disais tout à l'heure, dont ils sont en quelque sorte le vaisseau amiral pop du New Wave. Pour moi, c'est plus trop du New Wave, cet album-là de Tears for Fears, mais c'est très important. Je parlais de Head Over Heels, donc qui est entre 2 fois Broken, qui est un des gros thèmes du film Donnie Darko. Donnie Darko, qui est aussi fortement associé à la reprise de Mad World de Tears for Fears. C'est It's a Mad World. Donc ça aussi, ça a été repris à 2 reprises dans Donnie Darko, notamment par Tears for Fears. Et voilà, je pense que vous l'avez compris, mais je m'écoute énormément de Shout, qui est pour moi un vrai hymne et qui rappelle leur aspiration. Shout, let it all out, c'est vraiment fais un cri primal pour résoudre tes émotions, crie ce que t'as pour oublier tes problèmes, aller mieux. Et franchement, en écoutant l'album, je me suis rendu compte déjà qu'il vieillit extrêmement bien, et je comprends pourquoi il est inspirant pour énormément de monde. Beaucoup de gens citent Tears for Fears aujourd'hui dans la pop, que ce soit très connu comme Sam Smith ou que ce soit de la Britpop, ou même en France on cite encore beaucoup cet album, qui a vraiment marqué les années 80 tout simplement. Je sais pas si vous avez écouté récemment. Moi je l'ai écouté aujourd'hui et je connaissais que Shout et Everybody Wants to Rule the World, et encore par fragments, et l'album je l'ai trouvé très solide. Je l'ai écouté de bout en bout en me disant putain, mais c'est vachement bien, ça sonne super bien en fait, c'est surtout ça sonne très 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 bien, ça vieillit très bien je trouve, et en fait il n'y a pas grand chose à dire parce que en fait, c'est vrai que c'est vraiment bien, faut vraiment l'écouter. Tu parlais du morceau Broken qui s'enchaîne, etc. J'étais étonné en fait de voir que c'était 2 chansons, je croyais que c'était un seul et même grand morceau, etc. Effectivement j'ai vu, non, il passe à la piste suivante, etc. Et sur Everybody Wants to Rule the World, il y a
pas mal de gens, enfin j'ai vu plusieurs analyses de cette chanson où les mecs expliquent que le côté un peu bancal, mais dans le sens musical du terme, à savoir que c'est une chanson qui est en ré, qui tourne toujours autour de ré sans jamais se résoudre quasiment, sauf à un moment, t'as une ligne mélodique qui va se résoudre elle-même, et sinon le morceau joue en permanence sur la tension, et en fait ça raccroche avec la thématique du morceau, mais en fait tout est bien foutu. Il y a celle-ci en particulier dont les gens se souviennent parce que ça a été un tube, mais je trouvais que tout était bien, tout était vraiment bien, et j'étais très étonné surtout, et que ça sonne extrêmement bien. Je pense que Everybody Wants to Know c'est plus qu'un tube. Là je regarde sur Spotify, il y a 1,2 milliard streams de Everybody Wants to Rule the World, donc il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe avec cette chanson. J'ai pas identifié quoi, mais 1,2 milliard, ça me semble absolument énorme, quoi. C'est plus que les titres de Michael Jackson. C'est une chanson facile parce que tu la retiens assez vite, mais qui est très, très bizarre. Elle a plein de parties différentes. T'as un break au milieu, on dirait du Toto quasiment, genre tu comprends pas d'où ça sort, et t'as ce côté léger, effectivement, Britpop, New Wave, etc. Et non, pour info, Thriller de Michael Jackson, c'est 500 millions, quoi. Donc c'est 2,5 fois plus. Bon, il y a quand même une injustice dans ce bas monde, mais admettons. Non, c'est vachement bien. Moi, j'ai écouté ça aujourd'hui, j'étais vraiment très surpris. Ça sonne très 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 bien encore aujourd'hui. Et franchement, je suis d'accord avec toi, j'invite les gens à écouter ça, voilà. Allez, maintenant je vous donne 5 secondes pour donner une ultime reco dont vous n'avez pas parlé. Vous avez juste 5 secondes. Comme ça. Du coup, je vais prendre Ghost and Goblin. Breakfast Club. Like a Virgin Madonna. Et moi, ce sera C'est comme vous voulez d'Alain Souchon. Voilà, bon bah écoutez, merci. Merci de nous avoir écoutés. Le prochain épisode parlera de l'année 89. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, bonne soirée. Bonne soirée, salut.